Tu veux jouer avec moi? Oh non, je pense que... Là, permettez une minute, je m'installe. Vous êtes qui là? Comment qui je suis? Parce que bon, on allait lancer le générique quand même. Ben je suis le jingle de Croque-Jeu, votre boutique partenaire de cette saison. Croque-Jeu? La boutique à Brest? Ah oui, banane, tu croyais quoi, Croque-Jeu à Marseille? Si cette année encore vous pouvez jouer à l'antenne, c'est grâce à Croque-Jeu, 31 avenue Clémenceau à Brest, à côté de la place de la Liberté. Mais d'habitude, il est pas plus tard dans l'émission, le jingle de la boutique partenaire? Eh non, t'as deux fois tout faux. Non seulement cette saison, le jingle, on le met au début, comme ça tout le monde peut l'entendre, mais en plus, Croque-Jeu, c'est pas qu'une boutique partenaire. Croque-Jeu, c'est aussi des soirées-jeux, des murders, des escape games, des escape meubles, des tournois, des animations... Bon, merci Croque-Jeu, pour cette fois, je vais le laisser tranquillement finir de déballer sa promo et je vais lancer le générique. Tu veux jouer avec moi? Oh non, je pense que je les ai lancés. Le je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des ludes et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Tu veux jouer avec moi? Bienvenue dans Des ludes et des plumes. On est ensemble pour 2 heures ludiques. Dans une émission un petit peu particulière mais qui ne nous fait pas peur parce que nous, on est habitués à faire face à ce genre d'imprévu. C'est-à-dire que ce soir, on se retrouve sans invité. Et oui, sans invité tout simplement parce que le temps faisant, les gens notent des rendez-vous, puis après ils oublient, puis le temps passe et puis on se décale. Donc voilà, nous en tout cas, on ne se décale pas, on est présent ce soir pour votre plaisir, pour notre plaisir à nous aussi. À mes côtés, il y a Talmo. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Bonsoir, en forme? En grande forme, oui, tout va bien. Grande forme. Alors Talmo, toi ce soir? Eh ben moi j'avais préparé faire jouer. encore un petit quiz, tu sais, à la manière de Julien Lepers, les 4 à la suite, mais c'était en lien avec notre invité qu'on aurait dû recevoir, mais je vais vous le faire quand même. Bah oui, j'espère bien. J'espère bien. De l'autre côté du canapé, il y a Yann. Bonsoir à tous, bonsoir Alexis, ça va? Ça va bien. Toi aussi? Impeccable. Pareil. Donc moi ce soir je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Atlantis, un jeu qu'on pourrait dire entre deux eaux. J'ai hâte. À la partie technique, toujours Damien. Bonsoir. Alors moi je vois que Yann a envie d'avoir des jeux de mots pourris ce soir. Je pense qu'il y aura du jingle. Qui va te plaire. Ok, et Damien, donc bien sûr, tu avais préparé un courrier des auditeurs, mais l'invité n'étant pas là, comme c'était en lien vraiment avec l'invité, on le décale. En plus, comme je savais que l'invité serait pas là depuis au moins 3 semaines, j'ai rien foutu quoi. J'ai juste pensé à vous dire qu'il n'y aurait pas d'invité ce soir, il y a à peu près 1h30. Rassure-moi, on a quand même reçu plein de courriers des auditeurs. Pour l'invité? Pour l'inviter, l'émission, pour tout, on a reçu encore Ah plein de oui, lettres. oui, mais je le garde parce que déjà l'hiver D'accord. sera froid, il me faut des choses pour allumer mon feu et que en plus, on sait jamais, on pourra toujours le ressortir pour un prochain invité qui comprendra pas pourquoi on dit ça sur lui, mais bon voilà. Mais c'est à garder effectivement. Chez Nut, si vous nous entendez. Et Raph qui est à la partie technique de l'autre côté, celui que vous ne voyez pas, mais qui fait en sorte que vous nous voyez nous, puisqu'il gère la partie vidéo pour ceux qui nous suivent sur le Facebook ou sur YouTube. Une chose qui ne change pas, c'est que bien sûr cette année on a un partenaire. Le partenaire, vous l'avez entendu, c'est Croque-Jeu, grâce à qui on va pouvoir faire des jeux en direct dans l'émission. On va commencer tout de suite, ça va être une thématique un petit peu dés ce soir, parce que je vois que Yann va nous parler dés. J'avais prévu des petits jeux comme Strike avec des dés, mais le jeu dont je vais vous parler maintenant s'appelle Imagidés. Imagidés, c'est un jeu de Émilie Daly, qui est illustré par Stéphane Escapa. Stéphane Escapa, on en a déjà parlé. Il avait illustré Slide Quest, par exemple, Push 'em Up, Dr Eureka. C'est édité par Gigamic. Il n'est pas tout récent, le jeu, puisque on commençait déjà à le voir à partir des années 2000. On peut y jouer de 2 à 12 à partir de 4 ans, vous allez voir, pour des parties plus ou moins rapides. On peut leur donner même le temps que l'on veut, puisque Imagidés, c'est un jeu qui va permettre de faire travailler l'imagination, de faire travailler le langage, puisque voilà, le principe est tout simple, on a des dés. Sur les dés, il y a des symboles, des dessins. Chaque symbole sur chaque dé est différent, donc ça nous fait un total de 72 images. Et une fois qu'on aura lancé les dés, on va se servir de ces symboles pour raconter une histoire. On peut faire plusieurs modes de jeu.
Chacun essaye de raconter une histoire en utilisant un maximum de dés. On peut faire des concours avec les mêmes dés, voir les différentes histoires. On peut faire chacun lance ses dés et celui qui utilise le plus de dés. On peut faire du collaboratif aussi. On peut se dire qu'on invente une histoire en commun avec. L'idée, c'est pas de dire qu'il y a des gagnants, qu'il y a des perdants. C'est vraiment d'utiliser les dés comme un moyen un petit peu mince. D'évocation et d'inspiration. Exactement. Donc les dés sont ici. Alors on fait quoi? On fait une histoire commune Je pense qu'on va essayer. On va se tenter une histoire commune. Ça marche. Mais c'est comme ça que j'y joue avec les enfants. Alors puisque ce sont les dés de mes enfants. Ça. Et on va voir si on arrive à utiliser un maximum de dés. Donc les dés ont été lancés. Hop, on a des symboles. J'essaye de les montrer à la caméra. Je ne sais pas si c'est visible. Mais effectivement, donc, comme je le disais, 72 images différentes. Ça donne un panel de possibilités plutôt impressionnant. Et là, pour vous qui nous écoutez, on a des symboles. On a par exemple, des choses qui ressemblent à des arbres. On a un fer à cheval. On a une locomotive. On a la lune, chien, de la musique, une pomme, une poire, des haricots, un fantôme. C'est ça, quelqu'un qui a l'air pas content, malheureux. Ouais, une note de musique, des engrenages, une loupe, une canne. Et après, il y a des choses, une narine, on peut dire. On pourrait le prendre pour autre chose. Mais voilà, ça vous donne une idée un petit peu des images que l'on a devant nous. Et avec tout ça, eh bien, il faut essayer d'inventer une histoire. Une histoire tous ensemble, en collaboration. Et bien sûr, c'est une histoire... on ne sait pas encore si c'est une histoire qui va faire peur ou qui ne va pas faire peur. Mais en tout cas, on sait que c'est une histoire qui se passe la nuit. Parce que la lune nous indique que ça se passe la nuit. Et on tourne dans un sens précis. On peut faire. Je pense que celui qui est inspiré peut y aller. Comme ça, on va pas. Enfin, sauf si tu as une autre. Mais ça évite de rester bloqué en fait et de se dire, je dois trouver quelque chose. Vous savez ce qu'on dit? La nuit, tous les chats sont gris. Les chats. Et pourtant, ce soir, quelque chose ne se passe pas comme prévu, n'est-ce pas, Yann? Mais oui, parce qu'il voulait rentrer chez lui, normal, après sa petite virée, comme d'habitude, il fait le tour du quartier. Seulement là, il s'est perdu dans la forêt. Et là, il commence un petit peu à s'inquiéter, car la nuit est tombée et il retrouve vraiment plus sa route. Et il entend des bruits suspects, des craquements, des sifflements, des ululements. Alors il se dit, mais, est-ce un fantôme qui est à mes trousses ? Seulement ce chat n'était pas le plus peureux du quartier. Effectivement, au départ, une fois sa surprise passée, il s'est dit, mais quel est donc ce bruit? Est-ce un fantôme à mes trousses? Et il décide d'aller enquêter. Il décide d'aller à la rencontre du bruit, la petite loupe, pour voir ce que cela pouvait être. En se dirigeant vers le bruit, il essaye aussi d'utiliser tous ses sens pour pouvoir l'avertir de ce qui pourrait être le danger. Et donc, il se met à renifler un petit peu dans l'air. Et en reniflant dans l'air, il sent comme une odeur de métal, comme une odeur de fer. Oui, il se dit, tiens, je dois pas être très loin de la gare, le chemin de fer. Il s'est dit, ils vont encore me faire travailler à la mine, au charbon pour remplir la locomotive, et moi, je ne suis pas une bonne poire. Alors, pour une fois... Pour une fois? Non, pas pour une fois. Alors, soudain, ce bruit qui lui paraissait aussi hostile se transforma en petite musique. Une petite musique douce à ses oreilles. Et là, notre petit chat s'enfonce de plus en plus loin dans la pénombre, toujours cette odeur singulière qui arrive à ses naseaux. Et ses naseaux, il tombe. Dans le Morbihan? Non, c'est Sarzeau, autant pour moi. C'est un gros chat. Ouais. C'est un gros chat. Quand tout à coup, au détour d'une clairière, il tombe nez à nez avec un vieux matou. D'où la canne, le vieux matou qui le regarde et qui ne comprend pas trop quel est son manège. Mais ce petit chat est là, hilar, parce qu'il se dit, franchement, je ne suis qu'un chat et je suis en train de m'imaginer des problèmes d'humains. Franchement, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces êtres humains, avec tous ces problèmes.
Travailler à la mine et compagnie, n'importe ouais. quoi. Mais là, le Ico, devrais-je dire. Ico. Voilà. Oh. On vient de passer le petit dé avec les. Et le haricots. petit chat, du coup, finalement, se rend compte de son erreur et décide de faire marche arrière. Et en se retournant, il ne se rend pas compte que le vieux chat lui mit un coup de fer à cheval sur la tête. Alors, dépité, le chat retourne à la ville, rencontre un petit garçon triste, s'approche de lui, lui fait un câlin, et ils vécurent heureux. Mais ils n'eurent pas beaucoup d'enfants, mais ils vécurent heureux. Il n'y aura pas beaucoup de chatons non plus. Et en fait, il y a l'extension avec finis ton histoire, non, c'est ça, parce que là, c'est juste l'histoire. Il n'y a pas les chutes, en fait. Il y a un set 2D avec les chutes qu'on n'a pas. Non, c'est ça. Là, oui, il y a juste l'histoire. Alors, C'est un jeu pour tout petit, hein. Faut bien c'est dire c'est que- fait vraiment pour faire travailler l'imagination, aller dans le sens de l'histoire. Alors justement, on se retrouve face à plusieurs types de réactions. C'est ça qui est rigolo, parce qu'on a les images qui nous renvoient directement à ce qu'elles représentent. Tu vois, effectivement, le fer à cheval fait un fer à cheval. Et t'en as qui vont essayer d'extrapoler, comme C'est la tu as fait chance. tout à l'heure, ouais, en prenant le nez, en disant il a fait marcher ses sens, il a fait. Oui, parce que si tu n'extrapoles pas, tu finis finalement par raconter un peu tout le temps la même chose aussi. C'est ça. Et puis par prendre les choses au C'est pied de la celle-là, lettre et l'histoire a peu de chances de décoller ou d'être attrayante. Tu vois, quand on dit il a pris une loupe, il a vu un fantôme, il a marché sur un chien avec une canne. Tu fais, On a lu les dés. Ouais, c'est ça, on a lu les dés. On a lu les dés. Mais c'est une vision quand même. C'est-à-dire qu'avec les tout petits, c'est une façon de voir. C'est quand même important de faire ce type d'histoire, je pense. Alors toi qui as l'habitude de travailler justement avec des enfants, avec ce système-là. Eh ben, moi, je joue surtout à imaginer avec mes enfants, parce que c'est un jeu que eux vont chercher dans l'armoire en disant on fait une partie. Donc, je pense que c'est bon signe déjà. Et plus qu'un jeu, c'est un moment de partage avec un accessoire qui est stimulant, quoi, qui est stimulant pour l'imagination, l'intellect et voilà. Mais je pense que quand on a ça à portée de main, si on en fait régulièrement, effectivement. Les enfants, ça les nourrit, quoi. Et puis, c'est aussi prendre l'habitude d'avoir une fiction commune, quoi. Tu vois, un espace imaginaire partagé. Oui, c'est ça, ouais, d'essayer tous ensemble de rentrer dans la vision des uns des autres. C'est ça. Et là, on avait le choix parce qu'on a tout lancé, ce qui nous permet aussi d'anticiper éventuellement des choses dans l'histoire parce qu'on voit les symboles. On pourrait l'imaginer pour des plus grands où là, forcément à la radio, on est tenu par le temps, donc on est tenu d'avoir un débit et de ne pas laisser de temps mort. Mais à la maison où on peut prendre tout le temps qu'on veut, on pourrait dire aussi, tiens, On lance les au dés un fur et à par un, mesure, peut-être. exactement, je lance le dé, je vois le symbole, je commence une histoire avec ce symbole-là, le château, et puis le suivant, ce qui crée une petite Contrainte. mais qui n'est pas déplaisante non plus pour peut-être les adultes. Tout à fait. Ça reste une bonne idée avec plein de un jeu en fait avec plein de variantes. Hein, je pense. C'est ça, plein de façons de se l'accaparer et d'y jouer. Hein. Parce que là, c'est une forme de règle, mais il Y a- y en a beaucoup d'autres. Souvent, le plaisir naît de la surprise, en fait. Quand quelqu'un interprète un dé et puis qu'on s'y attendait pas, tu vois, c'est une surprise qui est agréable. Les enfants, ça leur fait des « Oh, bah oui, forcément !» Il y avait un double sens sur, je sais pas, moi, il a utilisé... je vais aller, allons, on va dire, la sorcière. Il en a fait une magicienne. Enfin bon, tu vois, de détourner un petit peu le symbole. Ah, c'est ma sœur, hein, la sorcière. Ça, on dirait une grotte, mais ça pourrait être la dent d'un géant. Oui, mais complètement. Ça dépend aussi dans le sens dans lequel on voit l'image. Et voilà. Alors, C'est comme dans le nez, par exemple. T'avais vu quoi, toi, en le regardant comme ça? Ouais. En fait, je l'imaginais dans l'autre sens, ouais. Et tu vois comme une montagne avec un lac ou avec quelque chose, une grotte à l'intérieur. D'accord. Bah oui, effectivement. On peut faire plein d'interprétations. Ouais. Alors imaginez, ça a été créé en 2000 au Pays de Galles par le professeur de langue Émilie Daly, donc Ah bah voilà. et voilà, qui est aussi connu sous le nom de Talking Dice. Et c'est un support pédagogique qui a été extrêmement utilisé par tous les professionnels du langage. Donc voilà, en plus d'être un jeu, c'est un support pédagogique. Apprendre en s'amusant, Bah oui. c'est possible. Est-ce que vous voulez retenter un petit quelque chose rapidement? Ah bah allons-y. On lance tout d'un coup. On lance Allez, tout, c'est nous. parti. On est fous. Soyons fous. On est fous.
Alors c'est marrant parce que là, tu vois, on a lancé et on a des images qu'on avait déjà tout à l'heure. Hein. On voit les haricots, on voit la locomotive, on voit les fruits, pommes, poires. Alors moi, je vais commencer, d'accord ? Vas-y. Je vais prendre la petite araignée. Et en fait, c'est l'histoire, pas d'une petite araignée, c'est l'histoire d'insectes, de plusieurs petits insectes. Donc il y a effectivement une petite araignée, mais il y a aussi un petit cafard et il y a aussi une puce. D'accord. Je me demande bien comment on va amener le téléphone portable, mais on va y arriver. Et donc tous ces petits animaux doivent se retrouver pour faire l'inauguration de l'humanarium. À Serran va ouvrir un humanarium où justement ils ont affiché des humains, comment on dit, taxidermés, quoi. Donc ils se sont dit tu vas à l'inauguration de l'humanarium, attends, j'appelle les potes pour savoir s'ils y vont. Donc il se passe des petits coups de fil comme ça en disant tu vas à l'inauguration de l'humanarium, oui, est-ce qu'on peut apporter notre propre collection? Oui, donc déjà l'araignée avait un petit humain empaillé, quoi, de 10-12 ans, et pour enrichir le fond de collection de l'humanarium de Serran. Alors tous les insectes de la contrée sortent de leurs fruits. Qui vit dans une pomme sort de sa pomme, qui vit dans une poire sort de sa poire, et se dirigent tous en masse vers l'humanarium de Serran. L'humanarium qui était en plus aujourd'hui de l'inauguration, qui était censé accueillir quelque chose d'un petit peu particulier, enfin du moins c'est ce qu'ils avaient entendu dire, qu'aujourd'hui c'était un jour particulier, parce que les humains allaient être mis en situation. Effectivement, il y avait des choses qui ont été retrouvées. Ils ont On ne sait recréé pas trop à quoi ça servait. leur microcosme. Ouais, c'est ça. Humain, On a recréé les microcosmes. Alors, on a des espèces de choses bizarres, parce que nous, on ne les utilise plus au pays des insectes depuis longtemps, mais qui a un bout de bois avec des poils au bout, qui a un vieux truc que quand on met dans une prise électrique, ça peut faire du bruit, aspirer la poussière, ou cette fameuse chose carrée, dont on n'a pas très bien compris à quoi elle servait, mais en tout cas, beaucoup de ces humains sont représentés comme étant assis devant. À attendre comme ça, à se dire tiens, ça va bien se mettre à marcher, à moins qu'il ne soit cassé. C'est pour ça que certains insectes ont pensé à les réparer. Oh là 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 là, mal leur en a pris parce que depuis... En fait, toi, tu crées des fins de phrase, tu fais des pièges, tout ça. Mais oui, c'était la misère parce que à toi, vas-y, parce que quoi. Mais parce que depuis qu'ils avaient reconstitué un humain, parce qu'en fait les humains ont disparu et les insectes ont pu évoluer tranquillement jusqu'à construire leur civilisation. Et donc c'est pour ça qu'il y avait ce fameux humanarium pour un petit peu rappeler tout ce passé. Et donc ils ont créé un humain réel. Mais le problème, c'est que cet humain, il leur a échappé. Alors, je ne trouve pas le dé qui pourrait correspondre à ce que je raconte. Mais il y a un chemin. Ah oui, mais voilà, oui, il y a un chemin. Et donc l'humain, il est parti. Et il est dans la nature. Et là, ça stresse beaucoup les petites bêtes quand même. Bah oui. Aussitôt, elles font donc appel aux grosses bêtes pour se mettre en chasse de cet humain. Donc, alors elles montent sur le dos des oiseaux, elles montent sur le dos des chiens et elles parcourent la prairie pour voir mais où a pu bien partir cet humain. Et tout à coup, alors que la nuit tombe, une silhouette se dégage à l'horizon. L'humain traqué par les grosses bêtes, il dit tu commences à me courir sur le haricot. Et j'aime bien le dé du haricot. Commence à me courir sur le haricot, hein, ça va, respecte mon train de vie. Parce que tu sais, moi en tant qu'humain, et là il marque 3 points de suspension parce que la suite est incroyable, vous allez adorer la 3. Parce que moi en tant qu'humain, et là il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase. Ils ont tout de suite compris que c'était vraiment une grosse connerie qu'ils avaient faite d'essayer de redonner vie à un humain, que déjà les avoir dans un musée c'était bien suffisant pour se souvenir de ce temps peu glorieux. Ils ont vite essayé de l'attraper. Comme ils étaient extrêmement nombreux, ils ont réussi. Cet humain ne comprenant pas ce qui lui arrive, tout le monde s'y est mis, hein. Les petites araignées, les fourmis, les tiques,
tout ce que l'on veut, ça a commencé à le grignoter, jusqu'à ce que, commençant par une main, un œil, hop, jusqu'à ce qu'il ait complètement disparu. Et là, les insectes se sont dit qu'on ne les y reprendrait plus. Ils étaient bien contents de cette finalité et de pouvoir vivre entre insectes. C'était quoi le dé d'y reprendre plus? C'est un peu triché. C'est un peu triché. Hein. C'était un pirate. C'était un pirate. Il se faisait grignoter bout par bout. Le dernier, c'est quoi? Ils sont contents. Ils sont. Oh mon Dieu, d'accord. Moi, je l'ai vu comme étant quelqu'un de content. Ok. Ils sont heureux. Oui, ça fait ça un peu. Ouais. On est d'accord? Ouais, on est d'accord. Moi, vu de loin, je vais vous dire, ça reste dans l'actualité. Je me suis dit, tiens, ils ont fait un dé Greta, je sais pas comment ça s'appelle. Je voyais sa tête et ses deux couettes en fait. Avec les deux couettes. Et ces deux couettes. Ouais. Parce qu'ils ont anticipé en 2000, ils savaient déjà tout ce qui allait arriver. Ah bah genre, on savait pas le réchauffement climatique, tout ça en 2000. Mais bien sûr qu'ils savaient. Ils avaient essayé de nous le dire grâce à ça. Alors, ce qui est bien, c'est que on n'a pas su voir les signes. On peut imaginer que ce type de dé, il peut y en avoir d'autres. Qu'on peut les combiner, qu'on peut avoir après. Il y a plein de dés. Extensions, regarde, t'as pas remarqué ceux-là par exemple? Si, j'ai vu qu'il n'y avait pas les mêmes voilà, couleurs. Ils sont différents, ceux-là, et ils ont des notions ça, un c'est peu des plus bleus, exactement, quoi, comme la justice, les sports et les haricots. Justice, sport et haricots. Les haricots quand même est tombé 2 fois. Mais je pense que le dé est plombé. C'est l'extension mexicaine. Celle avec les haricots. Mais effectivement, ouais, ça permet de combiner, ça permet de changer les histoires, ça permet de le rendre plus ou moins facile. Imaginez, donc vous pouvez vous le procurer, c'est chez Gigamic, c'est très bien. Là, nous, on a fait du très soft et du très rapide, hein, donc l'histoire vaut ce qu'elle vaut, mais entre copains, quand on se lâche un petit peu et quand on prend bien le temps, voilà, ça vaut un bon petit jeu bien trash. Poignée de dés si vous avez des enfants aussi à partir de 4 ans, hein, je pense. Il n'y a pas une extension adulte qui existe? On peut la faire. Possible. Il y a forcément ce genre de choses a été pensé au moins, si elle n'a pas été faite. De toute façon, moi j'ai des dés qui pourront très bien faire l'extension adulte, hein, je m'en sers pas. C'est même pas moi d'ailleurs qui me les ai offerts. D'ailleurs, ils sont pas à moi, ils sont à mes enfants, enfin mes voisins. Enfin, ah bon? Aux enfants de mes voisins. Aux enfants de mes voisins. Voilà. C'est maintenant l'heure par contre de faire la première pause musicale de l'émission. Et on va rester dans l'imagination avec les Cranberries qui vont nous chanter Just My Imagination. Vous êtes toujours dans Des Luds et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, enregistrée en direct des studios de Plume FM dans le Morbihan pour ce live Facebook. Dans moins d'1 minute va commencer l'interview de notre invité de ce soir. Si vous voulez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités, n'hésitez pas à commenter cette vidéo sur Facebook et nous, on retransmettra vos questions en direct pendant l'interview. Si vous voulez en savoir plus sur les invités à venir, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la page agenda du site www.deluds.com. Sur cet agenda, vous retrouverez le nom des invités et les dates des enregistrements à venir, mais également les différentes diffusions radio pour retrouver l'émission, et puis aussi les événements, les festivals sur lesquels l'équipe de Deluds se rendra, sur lesquels on pourra se rencontrer et discuter un peu. Voilà, vous savez tout, il est temps de repartir pour l'interview qui va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1... Toujours dans Des Luttes et des Plumes, on est ensemble pour encore au moins 1h30. Et même si ce soir, vous l'avez compris, on n'a pas d'invité, on va pas se laisser abattre parce qu'on a toujours une carte dans la poche, puisqu'on va s'occuper de diffuser des anciennes interviews qu'on avait fait. On a bien joué dans Des Luds. Et maintenant, on va en apprendre un peu plus sur nos invités. C'est l'heure de l'interview en studio. Tout à fait. Les interviews qu'on a fait quand on était sur des salons, sur des festivals, un petit peu à l'extérieur, et voilà, et qu'on n'a pas pu diffuser ici dans la radio parce qu'on avait toujours des gens qui venaient eux-mêmes. Donc c'est les moments où on va se servir de ce son-là. C'est notre botte secrète en cas de pépin, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'on n'est jamais déstabilisé. La première interview dont on va vous parler, c'est des gens qu'on a rencontrés qui font quand même des choses très 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 sympas. C'est pour ça qu'on voulait quand même les mettre en avant. Il s'agit de l'association Accessi-Jeux. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, justement, on a commencé par aller les voir et leur demander: est-ce que tu peux nous présenter l'association? Nous sommes une association de loi de 1901 qui est née il y a 4 ans de la passion de 3 potes qui aimaient jouer. Mais parmi les 3 potes, il y en avait un peu bigleux, et c'est moi. Oui. C'est moi. Et donc il a fallu trouver des solutions pour adapter les jeux, et on en avait un peu marre de saccager mes jeux en prenant des marqueurs et faire des gros repères dessus.
Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on ne trouverait pas des idées pour faire ça un peu plus proprement? Et il s'avère que parmi les 3 potes, il y en a un qui est développeur de sites internet et d'applis smartphone. Et je lui ai dit, mais on pourrait pas faire ça avec une appli, ça serait pas mal. Donc il a dit, on va y réfléchir. Et du coup, on a cherché des financements pour pouvoir financer le développement de cette appli. Et du coup, on a créé cette structure. Au départ pour créer l'application smartphone. Puis très vite, nous est venu d'autres idées pour rendre les jeux de société accessibles aux malvoyants et aux non-voyants. Voilà. Et maintenant, les 4 ans, au bout de 4 ans, où en êtes-vous? On m'a parlé d'une ludothèque. Ouais, tout à fait. On est la ludothèque du 12e à Paris. En fait, au départ, on était dans un incubateur d'associations. Et puis, l'association elle a grandi. Et on s'est retrouvé avec pas mal de jeux, avec des bénévoles qui s'étaient engagés pour nous. On était toujours dans l'incubateur, on n'avait pas de local. Et on a proposé à la mairie de notre arrondissement d'ouvrir une ludothèque dans le 12e, vu qu'il n'y en avait pas. Qui, de fait, maintenant est la ludothèque la plus accessible de France aux malvoyants et non-voyants, puisque à ce jour, on a 160 jeux sur les 600 qu'on a à la ludothèque. 160 jeux qui sont adaptés aux malvoyants et non-voyants. Alors effectivement, 160 jeux, mais nous, on va prendre quelques exemples. On commence avec Sushigo. Dans la boîte adaptée, que trouvons-nous? Déjà, on va trouver une aide de jeu en braille pour ceux qui lisent le braille. Il faut savoir qu'en France, il y a seulement 10 000 personnes sur 1,7 million de déficients visuels profonds qui savent le lire. D'accord. Donc en fait, c'est vrai que quand on passe à l'adaptation, on va tout de suite se dire, pour les aveugles, c'est le braille. Oui, sauf que non. Moi, typiquement, je suis très très malvoyant, je suis incapable de lire sur une règle de jeu ou sur mes cartes. Mais le braille ne m'aidera à rien puisque je ne l'ai jamais appris. D'accord. Donc on a imaginé toute une gamme de stickers sans relief. Des stickers avec des formes géométriques qui sont faits en résine transparente. Et ouais, je les vois, moi. À chaque forme, on va associer en fait dans le jeu soit un symbole, soit une couleur, soit un chiffre. Donc là, par exemple, dans ce jeu-là, Sushigo, c'est un jeu où on va jouer avec des plats japonais. Donc là, c'est la forme du sticker qui va m'indiquer ce que j'ai sur ma carte. Alors déjà, j'ai une perforation qui m'indique dans quel sens tenir ma carte. Voilà, très important pour se repérer. Oui, surtout dans ce jeu-là, parce qu'en plus de l'adhésif qui est rond et qui va m'indiquer que c'est un maquis, c'est aussi la position en fait du sticker sur la carte qui va m'indiquer la quantité. Voilà. Si j'avais un maquis, ce serait en haut, 2 maquis au milieu, 3 maquis en bas. Donc là, je touche un rond, j'ai un rond en bas, je sais que j'ai une carte avec 3 maquis. Je vais en prendre une autre au pif pour vous montrer que ça marche aussi. Je touche ma carte, c'est la même. Je retombe sur 3 maquis. Là, j'ai un ravioli. C'est ça. Alors ravioli par exemple, l'étoile. C'est une petite étoile. On peut imaginer que ravioli, parmi tous les adhésifs qu'on a, c'est l'étoile, c'est celui qui représentera le mieux le ravioli. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, évidemment que quand on va adapter les jeux, on va pas faire un sticker en forme de ravioli, un sticker en forme de, il faut des codes. En forme de dragon. C'est trop compliqué. Bien sûr. Voilà. Par contre, on a des manières d'adapter qu'on retrouve de jeu en jeu. Par exemple, un X, ça peut vouloir dire une interdiction, ou ça peut vouloir dire un combat. On imagine 2 épées qui se croisent, par exemple. Vous avez créé des conventions pour vous y repérer plus facilement. Tout à fait. Par exemple, évidemment, si je te donne une carte avec un adhésif en forme de cœur, je t'imagine que c'est pas une crasse que je vais te faire. Généralement, c'est une action de je t'offre une carte, etc. Tu vois. Oui. Et de la même manière, pour les couleurs, on s'y repère comme ça aussi. C'est-à-dire que autant là, le rond dans ce jeu-là, ça va être un maquis. Si on joue à Coloretto, par exemple, qui est un jeu où il n'y a que des couleurs, rond, ça va être orange, rond comme une orange. Le sticker en forme de fenêtre, ça va être le bleu, parce qu'on imagine le ciel à travers la fenêtre. Et est-ce que l'étoile, ce serait jaune, parce que les étoiles sont souvent jaunes? Alors l'étoile, non, jaune, on a pris triangle, comme les pyramides. Ah, pas mal, ouais. Désert, voilà. Très bien. Voilà, mais par contre, par exemple, dans un jeu comme le loup-garou, s'il y a une action à faire pendant la nuit, l'insomniaque, il va avoir l'étoile, parce qu'on imagine les étoiles de la nuit. Ou dans un jeu avec des princesses, si tu as la princesse, tu as l'étoile. Voilà, à chaque fois, parmi les 12 pictogrammes dont on dispose, on imagine lequel sera le plus adapté à comprendre facilement l'action. De la même manière, en fait, là, c'est pas un jeu de chiffres qu'on a sous les doigts, là, mais sur un jeu avec des chiffres, on s'est aussi débrouillé pour que des personnes malvoyantes qui ne connaissent pas le braille aient le chiffre aussi touché sous les doigts. Donc, en lettres d'impression. Alors, avec des adhésifs avec des points, jusqu'à 4 points, ça va être des unités, 1, 2, 3, 4. À partir de 5, ça va être un rond.
si je touche un rond, je sais que j'ai un 5. Et si je touche un rond et 2 points, je sais que j'ai un 7. Voilà, d'accord. Et à partir de 10, c'est un carré. Donc un 15, ça sera carré rond. Alors ça, d'accord, on a compris, mais le petit plus, il sert à quoi le smart code au dos de la boîte? Quand on scanne le code, ça nous permet d'avoir accès aux règles de jeu en synthèse vocale dans l'appli Arc6 Jeux, qui est gratuite. Et par ailleurs, à l'intérieur de la boîte, il y a aussi des aides de jeu qui sont à flasher. Et donc ça te donne les aides de jeu qui t'expliquent les effets des cartes et aussi à quoi les pictogrammes en relief correspondent. Et ça, c'est vraiment accessible, justement. Oui, parce que même les applis smartphones sont accessibles aux déficients visuels avec une synthèse vocale intégrée sur que ce soit iPhone ou Android. Il y a des synthèses vocales intégrées dans les téléphones. Alors, bien sûr, tout ça, on a compris, mais il y a quand même une question un petit peu plus pratique. Comment est-ce que vous arrivez à imprimer ces stickers sans relief? Déjà, c'est de la résine 100% transparente. Oui. Ce qui fait que déjà aussi, c'est important pour nous, pour les gens qui voient bien, ça gâche pas les cartes. D'accord. Et c'est fait chez un imprimeur relief qu'on a à Paris, chez qui on commande les formes qu'on veut en fait. D'accord. Donc nous, généralement, on commande des planches de formes diverses et variées. On en a encore reçu récemment qui nous permettent de tester au toucher, parce que c'est pas le tout de les imaginer, mais c'est qu'après au toucher, il faut se rendre compte si on les reconnaît bien, quoi. Ouais. Donc une fois qu'on les reçoit, on les regarde au toucher, et puis après on les commande. Il faut savoir que c'est relativement cher. Un adhésif comme ça coûte 10 centimes. Ah ouais, pour un jeu de 64, ça fait déjà 6 € de... S'il y a 15 stickers par carte. S'il y a 15 stickers par carte. Parce que parfois on a jusqu'à 2-3 stickers par carte pour avoir plusieurs informations. D'accord. C'est pour ça que nous, sur tous les jeux qu'on a adaptés à la ludothèque, on les vend pas tous en fait, parce qu'il y a des jeux qui ont des coûts d'adaptation vraiment rédhibitoires. Ouais. Et nous, on veut pas vendre des jeux, un petit jeu de cartes qui est censé coûter 20 €, on veut pas le vendre à 60 €. Alors on va envoyer un premier message aux éditeurs justement, s'ils peuvent penser à ça en amont. Ouais, alors il y a des choses à penser en amont, c'est vrai qu'ils peuvent être accessibles. Mais oui. Mais pas tout. En tout cas, les éditeurs, faut pas être vache avec eux. Faut dire que depuis qu'on est identifié dans le monde du jeu comme Assos un peu référente en termes de handicap visuel, ils nous aident beaucoup. Ouais. Du coup, ils nous envoient des boîtes systématiquement dès qu'on dit on a repéré que tel jeu, on allait pouvoir l'adapter. Ils nous l'envoient sans exiger quoi que ce soit en retour, juste pour dire bon, on fait le test, ok, on l'a adapté, ça fonctionne. Du coup, après, nous, on est boutique en ligne et on revend les jeux adaptés. Si ça ne fonctionne pas, on leur dit, bon, c'est gentil, tu nous l'as adapté, mais on a réussi à rendre le jeu tactile, mais ça ne marche pas parce que ton jeu, il est censé se jouer en un quart d'heure et on y passe 1 h 30. Oui. Donc, les sensations de jeu ne sont pas là, donc d'accord. Alors, on a compris, pour adapter tous ces jeux, effectivement, ça demande du boulot. Et comment fonctionne la ludothèque ? On a une quinzaine de bénévoles permanents entre les animations et les adaptations. Et tous les lundis, il y a des bénévoles qui viennent à la sauce, soit pour imaginer les nouveaux jeux. Là, typiquement ici, si jamais là les éditeurs ils sont autour de nous, si on a repéré un jeu, on va rentrer à Paris avec dans notre valise et on va dire bon celui-là alors comment on l'adapte, etc. Et on va l'adapter pour la première fois et après le tester en soirée jeu, etc. Donc ça c'est pour tout ce qui est nouveauté qu'on a pour nous et pour la ludothèque. Et puis comme on vend des jeux pour les particuliers, pour les cafés ludiques, pour les médiathèques, les ludothèques, s'ils nous commandent des jeux, tous les lundis on se réunit et on traite les commandes avec tous les bénévoles, les commandes qui sont tombées dans la semaine. Alors, un autre exemple concret, par exemple. Ici, dans l'émission, on a déjà parlé de Toutilix. On y a même joué en direct. C'était l'anniversaire de Christine, d'ailleurs, il y a quelques jours. Tout à fait. Donc, on en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et dans l'association, il y a Toutilix Access. C'est quoi la différence ? Le Toutilix existait déjà. Oui. Et en fait, l'auteur-éditrice du jeu, Christine Larquetou, nous a cédé la licence pour qu'on puisse faire une version 100% accessible. D'accord. Elle est orthophoniste, donc ça lui tenait en plus particulièrement à cœur que son jeu soit accessible à un maximum de personnes. Et nous, par ailleurs, on avait aussi beaucoup de demandes de jeux de lettres accessibles. Oui. Parce que la déficience visuelle, ça concerne aussi pas mal les seniors. Et les seniors sont un public qui aime le Scrabble et les jeux de lettres. Et on n'avait rien de vraiment convaincant. Et donc, quand on a rencontré Christine, c'était au festival Octogone à Lyon. Oui. On s'est dit, ce jeu-là, il est intéressant, il faudrait pouvoir l'éditer. Voilà. Donc on a le CD audio qui est lu par un comédien qui lit les règles du jeu. Oui. Enfin, des jeux, parce que dans Toutilix, il y a 12 jeux au sein de cette boîte-là. Donc dans le CD, il y a les 12 règles de la boîte qui sont lues. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre ? La règle normale, en fait, en noir, comme on appelle ça,
bien écrite pour les gens qui voient correctement. Pour les non-voyants complets, en fait, sous cet alphabet sur fond clair, il y a un tout petit repère tactile qui permet de dissocier les deux couleurs. En fait. Et il y a autre chose qui m'a beaucoup plu, moi, c'est que la lettre est écrite en braille pour les voyants qui jouent, que eux se cultivent un petit peu aussi et qui fassent l'effort d'apprendre petit à petit. À force d'y jouer, ça peut sensibiliser. Il y a le braille donc, pour les voyants en blanc, mais évidemment il est aussi en relief. Hein. Donc il y a le braille en relief pour les non-voyants. Sur la lettre, il y a un relief aussi pour toucher la lettre. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je suis malvoyant mais je ne lis pas le braille. Donc dans des conditions là, en tant que malvoyant, le jeu est bien contrasté, est assez gros pour que je puisse voir ma lettre. Mais dans des conditions de lumière différentes, je ne pourrais même pas voir la lettre. Donc là, je serais obligé de la toucher et de savoir que c'est un T. Par ailleurs, pour être sûr au moment où je prends ma carte en main, de la tenir dans le bon sens, on a pensé à faire ce bord arrondi qui permet de toujours tenir sa carte dans le même sens. Alors là, on a vu 2 jeux de cartes, hein, mais est-ce qu'il y a autre chose que des jeux de cartes dans cette ludothèque ? C'est majoritairement à 90% des jeux de cartes. Des jeux de cartes, mais ça va du jeu pour enfants de 5 ans à jeux beaucoup plus classiques pour les seniors, en passant par des jeux beaucoup plus entre guillemets geek comme Citadel, etc. Avec des coups d'achat, des effets de personnages, voilà. Soit adaptés de façon tactile, soit avec les QR codes. Les gros jeux de plateau, évidemment, c'est très complexe parce que dès qu'on va aller conquérir le monde avec des meeples partout, on va tout renverser si on veut toucher. Donc ça, malheureusement... il faudrait que la technique évolue un petit peu. Voilà. Mais après, je sais pas si vraiment on y arrivera un jour, mais bon, vu la quantité de jeux qui sortent chaque année, on a le choix quand même dans pas mal de choses pour quand même proposer des choses à nos adhérents qui soient originales. Et puis après, sinon, l'autre partie des jeux qu'on adapte, c'est tous les jeux abstraits à 2 joueurs, comme le Quarto, comme le Corridor, le Puissance 4, tous ces jeux-là qui se jouent à 2, donc qui, avec des repères tactiles, fonctionnent très très bien. Je l'ai vu, votre Quarto, pour signifier la couleur, vous avez mis un petit élastique autour du blanc, il n'y en a pas sur la couleur noire. Voilà. Après, le jeu lui-même, il y a des trous, des carrés, des ronds. Ça, c'est très perceptible. La couleur, c'est le seul critère qui n'était pas adapté en fait. D'accord. Après, pour le confort, on a rajouté des aimants sous les pièces pour faire en sorte qu'un non-voyant qui va aller toucher le jeu pour l'analyser, pour le voir, il va pas tout renverser en fait. Voilà. Donc pour tout ce qui est jeu de plateau, on fonctionne beaucoup avec les aimants. Alors, si on se projette un petit peu dans l'avenir justement, qu'est-ce qui va arriver dans la ludothèque dans un futur proche ? Grosso modo, des jeux, on en rajoute 1 ou 2 au catalogue toutes les semaines. Donc, par semaine ? Oui. Ah oui. Parce que on est un peu partout sur les routes de France, on croise tous les éditeurs, on fait une veille sur tout ce qui sort, donc dès qu'on voit quelque chose, ils nous l'envoient, on essaye, sans qu'ils nous demandent quoi que ce soit en retour, juste d'essayer. Si ça marche, tant mieux, on le rajoute à la boutique, si c'est dans un coût abordable aussi. Et sinon, tant pis, on le met juste à la ludothèque. Mais donc on en adapte vraiment régulièrement. Et puis l'avenir de l'association, c'est aussi beaucoup, je pense, à passer par l'édition. Et donc ça, c'était vraiment notre premier coup. On espère vraiment que Malakoff Médéric, qui nous a aidés sur un coup, va trouver qu'on s'en sort bien pour éditer des jeux l'expérience et qu'on puisse en faire davantage, quoi. On a la gamme Access, puisqu'on a appelé Toutilix Access ce jeu-là, puisqu'il y avait Toutilix, on a fait la gamme Access. On a d'autres idées de jeux qui nous intéresseraient bien de mettre en gamme Access. Et pourquoi pas, la proposition est ouverte à tous les auteurs, créer une gamme directement accessible. Pas forcément prendre des jeux qu'on adapte, mais directement faire des jeux accessibles que nous on éditerait aussi dans une autre gamme. Alors, est-ce que vous avez le projet d'adapter des jeux à d'autres types de handicap, justement, qu'ils soient sensoriels ou non ? On s'est dit qu'un jour ou l'autre, on pourrait s'ouvrir à d'autres types de handicap. Après, rien que sur le handicap visuel, chaque personne atteinte de déficience visuelle est tellement différente, parce qu'il y a plein de pathologies différentes, des pathologies qui engendrent des troubles associés différents. Il y en a qui vont avoir des problèmes de mémoire, de rapidité. Donc déjà, connaître et réussir à faire des choses optimisées pour les déficients visuels, c'est très long. Aujourd'hui, on commence à avoir un peu des choses à proposer un peu à tout le monde en termes de déficience visuelle. Et on commence à se dire que maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres personnes atteintes d'autres handicaps. Et donc le premier qui nous vient en tête, c'est la surdité. Parce qu'on croise aussi souvent des sourds dans des festivals qui ont besoin d'explications en langue des signes notamment.
En fait, on pourrait croire que les sourds, il leur suffit de lire les règles du jeu pour qu'ils soient accessibles. Mais déjà non, parce que c'est pas leur langue principale. Leur langue principale, c'est la langue des signes. Ouais. C'est comme si toi, tu te tapais tout le temps de lire des règles en anglais. Ouais. Ça m'arrive et j'ai du mal. Voilà. Donc, t'aimerais bien les avoir en français. Les sourds, ils aimeraient bien les avoir en langue des signes. Donc pourquoi pas imaginer des règles du jeu filmées en langue des signes pour les sourds. Aussi, tous les jeux de communication, style Time's Up, etc. Moi, je pensais à ça, très compliqués. Oui. Alors après, nous, on n'a pas d'expertise sur ça. Donc on aimerait bien s'ouvrir à ça. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent donner un coup de main, on est ouvert. Il s'avère que notre parrain 2019, on l'a annoncé il y a 2 jours. C'est Guillaume, l'animateur de Trick Track, qui est de métier... oui, voilà. Interprète de langue des signes. Oui. Donc on va peut-être essayer de faire bouger les choses là-dessus avec lui cette année. Alors tout à fait, hein, on les avait rencontrés à Rennes, l'association Accessi Jeux. C'est là qu'on a fait cette interview. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en œuvre pour permettre à tout le monde d'avoir accès à notre plaisir, au plaisir ludique, que malgré ça, c'était pas suffisant, qu'il manquait encore beaucoup de choses. On l'a dit dans l'interview, on demandait à certains éditeurs s'il y avait peut-être certains aspects qui pouvaient être pensés au préalable avant même l'édition, en sachant que ça pouvait être retravaillé derrière. On a parlé beaucoup aussi de langage des signes et moi je sais que j'ai l'un de mes neveux qui est sourd, j'ai fait beaucoup de jeux avec lui où je lui ai expliqué et il me disait qu'en fait lui avait la difficulté après de pouvoir relire les règles ou de les réexpliquer à ses copains, en fait, à son groupe d'amis. Donc je pensais à des vidéos règles qui pouvaient être traduites en langage des signes, des choses comme ça, et je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais que finalement les choses sont faisables, c'est-à-dire qu'on a tous les éléments pour se donner la possibilité. Et puis alors, on voit qu'on y arrive aussi, je trouve, comme justement le côté écologique, local. On met en avant le fait qu'on produit en France, que ce sont des encres qui ne polluent pas, ou en tout cas qu'on produit en Europe, on va dire déjà, qu'on essaie de mettre des pièces avec moins de plastique. On a aussi ce côté accessibilité, je trouve, qui est mis en avant. Je regardais notamment sur Facebook Alexandre Droit qui avait publié il y a quelques jours, partagé il y a quelques jours une illustration d'un prochain jeu où justement il y a le signe de sourd-muet. Je ne vais pas dire de bêtises si c'est sourd ou muet ou si c'est sourd-muet entre les deux. Je sais que ils préfèrent dire que ce sont des personnes sourdes, alors que moi je suis plus concerné par les personnes muettes personnellement. Mais voilà, l'idée est la même. J'ai l'impression que c'est intégré de plus en plus, on va dire méchamment, comme une mode, mais quelque part comme une mode bénéfique en fait, qui tant pis, qui n'a pas besoin si ça vient une mode, si ça vient une mode de faire des choses accessibles, tant mieux quoi. Ça s'inscrit aussi quand même dans une loi cadre depuis le début des années 2000, la loi 2002 d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Enfin, c'est comment dire, c'est le droit, en fait, le droit au loisir pour tous. Oui, quand on dit loisir, c'est les mêmes droits, c'est-à-dire que tout le monde avait des droits et qu'en plus, on s'est rendu compte, c'est ce que tu dis, c'est qu'il faut rendre les lieux, on a commencé par rendre les lieux accessibles, les choses comme ça, on a travaillé là-dessus et après on s'est dit maintenant comment rendre encore plus de choses accessibles. Rendre tout accessible, voilà, exactement. Donc c'est un vrai combat qu'ils ont. Et je pense que la majorité de ceux qui ont accès à ce type de jeu et qui en ont besoin doivent les remercier de livrer ce combat. On a vu que c'était pas fini malgré tout, donc peut-être que si on a tous un petit moyen ou une petite idée, ils sont très ouverts, on peut éventuellement les contacter pour apporter notre pierre nous aussi à l'édifice. Moi, je pensais aussi à une chose tout à l'heure. Je viens de voir passer Xavier qui disait déjà faire attention aux daltoniens. Est-ce que c'était pas pour ça déjà que les cartes, enfin les voyages en train à l'époque des aventuriers du rail ont tous un symbole différent, en plus de couleurs différentes, parce qu'il y a tellement de couleurs que pour le coup, tu ne peux pas faire attention aux daltoniens parce qu'il y a trop de couleurs, donc forcément des couleurs qui vont confondre, mais ils ont tous en plus un symbole différent sur les wagons, enfin voilà. Alors, je pense, là j'extrapole un peu parce que c'est vrai que je m'étais pas penché sur le sujet. C'est comme ça qu'on me l'avait présenté en tout cas. Une des raisons effectivement, parce que de plus en plus, en plus des couleurs, on a des symboles ou on a des choses qui différencient aussi
pour que si on n'arrive pas à différencier les couleurs, on puisse quand même différencier la carte, lire son plateau de jeu comme il faut, quoi. Alors le problème à la fin, c'est le mal de dos, parce qu'au bout d'un moment, chaque carte fait 2 kilos. Parce qu'il faut qu'elle soit en bois, écologique. Moi, je me souviens gravé à la main. de cette interview, et ce qui m'avait frappé, c'est que quand il y a des plateaux de jeu où tout est aimanté, quoi. Parce que sous chaque meeple, sous chaque pièce pour qui éviter va que sur ça le tombe plateau, ou que ça se déplace. bien sûr, il faut que ce soit bien plus stable, quoi. Donc on colle des aimants dessous, c'est des aimants assez fins là quand même. Mais voilà, pour éviter les faux mouvements. Mais c'est vrai que malgré tout, on pense que c'est rentrer dans les mœurs parce qu'on a l'habitude de côtoyer des gens avec certaines déficiences. Mais c'est encore quelque chose d'un petit peu tabou parce que, pour l'anecdote, j'avais un collègue avec qui je travaillais en centre de loisirs. On a fait un mastermind un jour, et donc la chose toute bête. Et je lui expliquais, donc on avançait, je disais non, ça c'est faux, ça c'est faux. Et il faisait tout le temps la même erreur. Et je disais, mais à un moment donné, je dis, tu vois bien que je te dis que cette couleur-là est fausse, quoi. Et il m'a dit, il fait oui, mais je suis daltonien. Il voulait pas l'avouer. Il dit donc, en fait, ta couleur, je la vois pas. Celle-là ou l'autre, j'ai toujours l'impression de prendre l'autre et je reprends la même. Donc il a fini par me le dire. Mais c'était pas quelque chose inné de le mettre en avant, quoi. Donc, moi, ça m'est arrivé de découvrir du daltonisme avec un jeu. C'est vrai ? Ouais. Un enfant. Alors, mais j'ai des collègues qui le savaient. Moi, pas. J'en avais pas pris connaissance. Mais j'avais fait un nuancier de couleurs un petit peu à la Montessori, comme ça, avec des dégradés à classer dans le bon ordre. Et lui, 13 ans, je le mets face à ça. Et il dit, oh, les juifs, on a plein. Tout le monochrome. Complètement. Il se trompe, il met des jaunes avec des rouges et tout. Alors, je m'inquiète un peu. Non, t'inquiète pas, Nicolas. Il est tout simplement daltonien. Donc voilà, ça permet aussi de le remarquer parce qu'on ne le remarque pas forcément, le daltonisme. Non, c'est ça permet des fois d'aider des gens à mettre des mots aussi sur des mots. MOT, MAUX. Elle est bonne celle-là, toi qui cherchais des jeux de mots, tu vois, en début d'émission. Ça sent le jingle, tout ça. Mais donc voilà, en gros, on se retrouve donc à avoir beaucoup de choses à penser en amont si on veut adapter son jeu pour tel ou tel public, on va dire au plus grand nombre, en pensant à toutes les minorités, enfin minorités dans le sens où il y a peu de gens qui ont tel ou tel handicap, mais ils vont avoir besoin de telle adaptation. Mais il y a beaucoup de travail aussi en aval, j'ai dit en amont, parce qu'on n'aura pas pensé à tout et parce que justement il va falloir l'aimanter, il va falloir biseauter les angles pour pouvoir prendre les cartes dans le même sens. On en parlait tout à l'heure aussi, il y a plein de choses à faire. Puis il reste que chaque personne est unique et chaque handicap est unique aussi, et que même si on essaye d'aller au mieux pour faire les choses, il y aura toujours moyen d'affiner ou de peaufiner ou d'aller pour que tel ou tel type puisse prendre son plaisir, quoi. Heureusement, il y a des associations donc comme Accessi Jeux qui rendent ça possible. Donc merci à eux. Une autre rencontre qu'on a faite à Rennes quand on s'est baladé, c'est justement Tony Chanclot. Alors Tony Chanclot, il est déjà venu dans l'émission plusieurs fois. On en parle ce soir parce que vous allez voir, ça va être le coup de fil qu'on va passer tout à l'heure, et ça va être quelqu'un que vous allez retrouver tout au long de la saison parce qu'on a notre projet jeu de rôle aussi qui va être fait avec lui cette année. Mais là, on l'a rencontré pour un jeu de plateau, pour son prototype qui s'appelait Carnac. Carnac, justement, alors son proto, c'est quoi? Un proto qui s'appelle Carnac parce qu'on est dans la plaine de Carnac, et on va créer des alignements de menhirs. Et évidemment, on est dans 4 tribus éventuellement. On va faire les plus beaux alignements pour marquer le plus de points. Ceux qui ont le plus de points à la fin de la partie la remportent, gagnent la partie. Et voilà, l'idée c'est simplement de poser un menhir et de comptabiliser les points qu'on voit depuis ce menhir. Et donc voir, c'est le long des bandes, en sachant que cette jolie forêt, c'est une forêt qui cache, qui brise les lignes de vue. Et donc on ne voit pas au-delà. Donc par exemple, si je venais à mettre un seconde tuile ici, eh bien je vois une tuile, un menhir, je marque 1 point. Pour le suivant, si je rajoute un menhir ici, je vois maintenant 3 points. 3 menhirs. D'accord, donc il va falloir créer comme ça des lignes, voilà, c'est ça. Des ensembles. Et donc on vient juste mettre un menhir à chaque fois à côté d'un menhir qui est déjà placé, et on comptabilise, on peut faire mesure. Chacun comptabilise ses points, et voilà, et ça avance progressivement. En sachant qu'on a, nous aussi, des forêts qu'on peut venir implanter pour gêner un peu les autres, évidemment. C'est-à-dire lui, il prend un peu trop d'avance. C'est ça. On va l'éliminer. Voilà. Est-ce que il se joue, tu l'as dit, jusqu'à 4 ? De 2 à 4, oui. De 2 à 4.
Et là, je vois dans la répartition, il y a des couleurs en fait. Moi, par exemple, j'ai des oranges, j'ai aussi des noirs, des jaunes. C'est ça. Est-ce que j'ai le droit de jouer des couleurs qui ne sont pas les miennes? On est des tribus, effectivement. On est 3 tribus, 4 tribus. On s'est un peu volé nos menhirs, histoire de pourrir les alignements des autres. Ce qui fait que malheureusement, contrairement à ce que tu viens de dire, quand on joue la couleur des autres, on rapporte pas de points pour soi. Non, c'est la couleur qui rapporte des points en fait. Donc si tu joues du bleu, c'est le bleu qui rapporte, qui que soit le bleu en fait. D'accord. Mais par contre, effectivement, mon intérêt, c'est d'essayer de faire en sorte que tu gagnes pas beaucoup de points. Voilà, en plaçant ici par exemple, tu ne fais rapporter absolument aucun point au jaune. Oui. D'accord, donc c'est pour aussi aller embêter un petit peu les lignes de vue des concurrents. Les lignes de vue soit bouchées avec les forêts, soit vraiment très très pourries avec par exemple des coins un peu voilà. un peu maudits. Ouais. Un peu maudits. Et donc on le comprend, c'est hautement stratégique parce que dans les menhirs, on a des menhirs à 1 pièce, des menhirs que je retrouve ici à 2 pièces par exemple, et des menhirs comme il est où? Il est où le menhir à 3 pièces? Il y en a un ici. Voilà. Et des menhirs à 3 pièces, voilà, c'est ça que je cherche. C'est ça. Et donc à nous de savoir. Puisque quand on les place, ces menhirs ne rapportent rien, ils rapportent des points a posteriori. Ouais. L'intérêt, c'est évidemment d'essayer de placer ces menhirs à 2 et à 3 très tôt. Mais qui dit placer trop tôt, dit donner l'envie de placer une forêt juste à côté. Donc ouais, il faut savoir doser le placement au bon moment. Et si on dépense toutes ces tuiles trop rapidement, eh bien on n'est plus maître de ces points, puisque ce sont les autres qui vont devoir nous donner les points à la fin peut-être. Et de même, si on veut jouer absolument les autres couleurs avant les siennes, eh bien ça veut dire qu'on installe des points possibles et utilisables par les autres. Donc à nous de jauger qu'est-ce qui est le mieux, de jouer plutôt ses propres tuiles, celles des autres. D'accord. Voilà. Alors effectivement, on peut y jouer à partir de 2 jusqu'à 4. On a compris que plus on était nombreux, plus il y en avait sur le plateau. Et justement, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas trop fouillis au niveau du plateau ? En fait, on a toujours beaucoup de liberté, puisque comme on place absolument où on veut, on a vraiment à chaque fois beaucoup d'axes. Par exemple, je prends celui-ci, il est quand même visible d'un certain nombre de cases que je ne pourrais pas compter là, mais il y en a vraiment beaucoup. En sachant qu'à 4 en plus, ce n'est pas un menhir, ce n'est pas une forêt, mais c'est un menhir blanc, un menhir béni, que je dois avoir par là, qui permet en fait de gagner des points à chaque fois qu'on le voit. D'accord, donc il n'y a plus de ligne bouchée, au contraire, c'est même, exactement. C'est même un bonus. C'est un menhir béni. D'accord. Donc voilà, plus aucune ligne bouchée au début, mais à 4 joueurs, on a quand même 4 forêts à ajouter. Ouais. D'accord, donc ouais, effectivement, un jeu de placement plutôt malin et très tactique. C'est comme ça que je l'espère en tout cas. Ouais. J'ai fait jouer là, une maman avec des enfants, j'ai fait jouer des adultes qui se sont bien pris la tête. Il est très tôt, en fait, on peut profiter un peu de sa zone sans vraiment aimer embêter les autres. Mais mine de rien, même comme ça, il faut profiter au mieux du placement de cette tuile. Ouais, c'est ça. Et sinon, j'ai vu aussi des parties où ça s'est terminé à 15 points à peine sur les 30 qu'on peut faire, parce que les gens n'arrêtaient pas de se bloquer dans tous les sens. Voilà. Et je pense qu'il y a un peu toutes les parties qui sont possibles. Et en plus, on apprend assez rapidement de ses erreurs, de dire « Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça, la prochaine fois, je le ferai pas ». Donc au final, on apprend vite de ses erreurs. En fait. Une relecture du jeu. Voilà. Et oui, on apprend vite de ses erreurs et on ne refait pas les mêmes si on est un chevalier d'or. Car un chevalier d'or ne fait jamais 2 fois la même erreur. La même erreur. Donc effectivement, c'était pour parler avec Tony de son jeu, de son prototype de jeu de plateau qui s'appelait Carnac. Tony qu'on a reçu dans l'émission, comme je le disais, pour son jeu de rôle Magna, dont on va parler un petit peu plus en détail juste après, parce que ça va être le coup de fil qu'on va passer après la pause musicale. Mais là, pour l'instant, c'est l'heure de la musique. Et pour ça, on va s'écouter The Noise, qui vont nous chanter Accéderas. Toujours dans Des ludes et des plumes, on est à peu près à la moitié de l'émission, c'est l'heure de notre deuxième cache-écran. Mais au fait, un cache-écran, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en radio, c'est un élément sonore qui vient masquer un autre élément sonore. Un exemple, vous écoutez une grande radio nationale et puis d'un coup, vous entendez une publicité pour le magasin en bas de chez vous. Alors peut-être que vous, ça vous intéresse, mais pas forcément l'auditeur qui habite à l'autre bout de la France. Lui, à la place, il aura une pub pour le magasin en bas de chez lui ou une chanson, pourquoi pas. C'est ça, un cache-écran. On va masquer un élément sonore sur une station qui ne nous concerne pas, sur un décrochage local pour se différencier du programme national. Nous, on triche un petit peu, on s'en sert dans ce live Facebook pour masquer les chansons que vous entendrez à la place de ma voix si vous écoutez l'émission à la radio, mais comme on n'a pas les droits d'auteur sur Internet et pour ne pas se faire couper le direct, eh bien à la place, on diffuse ce cache-écran. Ça permet aux animateurs et aux invités de souffler un peu et de revenir dans 5, 4, 3, 2, 1... Donc là, on vient d'écouter The Noise avec le titre qui s'appelait Accéderas.
Vous écoutez Des Luds et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Déjà la moitié de l'émission. L'heure de retrouver notre invité téléphonique. Tout à fait, je vous l'ai dit juste avant la pause musicale, notre invité téléphonique ce soir, c'est Tony Chanclot qu'on reçoit pour parler de Magna. Bonsoir Tony. Bonsoir tout le monde. Ça va bien ? Ça va très bien, j'étais en train de regarder l'émission justement. Ah bah tant mieux, il n'y a rien de mieux à faire le lundi soir, un lundi sur deux, l'émission. Que ça soit sur Facebook, comme je le disais, sur YouTube ou à la radio. Alors on te contacte ce soir pour parler de Magna, ton jeu de rôle. Mais avant ça, je voulais te poser une question. En fait, on a sorti une interview de toi, des vieux tiroirs, sur Carnac. Et on voulait savoir du coup ce qu'il était devenu. Eh bien, pour l'instant, Carnac, il a intéressé 2 éditeurs, mais finalement, ça n'a pas abouti. Du coup, je continue à travailler. Et j'ai surtout eu un retour très intéressant d'un d'entre eux, qui a fait écho à l'une des phrases que je prononce là dans cette interview, et qui dit que notamment à la fin, on risque de gagner des points, mais pas grâce à ce qu'on fait, mais grâce à ce que font les autres. Ça a été le point un peu négatif qui était souligné. J'ai trouvé ça très intelligent, parce que je crois que personne ne me l'avait dit auparavant. Et du coup, j'ai déjà modifié les règles et j'ai déjà modifié les tuiles pour aller vers... pour éviter ce problème et puis le transformer en quelque chose de positif. Donc voilà, chaque projet qui n'aboutit pas, en tout cas chaque rencontre qui n'aboutit pas, c'est quand même de rien des pistes pour améliorer son jeu. Et c'est ce que j'ai fait. En tout cas, donc maintenant je suis reparti en quête d'un éditeur avec une nouvelle mouture des règles qui est plus efficace, je trouve. Il faudrait que je vous fasse essayer. J'ai croisé un ami qui me disait justement cet après-midi que l'écriture c'était de la réécriture et de la réécriture. Finalement, un jeu c'est tout le temps c'est un peu la même chose. Oui, complètement. Si on devait d'ailleurs écrire les règles à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change, on en ferait des 50aines de versions. Ça, c'est certain. Alors, ça, c'est les jeux qui sont à l'état de prototype, on va dire, ceux avec lesquels on travaille encore. Toi, tu as la chance d'avoir un jeu de rôle qui s'appelle Magna, qui est en cours d'édition actuellement. C'est ça. Et là, on est aussi dans une phase d'écriture, et là, pas de réécriture, mais qui est une phase d'écriture quand même assez longue. Il faut combien de temps, on va dire, pour réussir à coucher sur papier ce qu'on a dans la tête ? Alors, il y a 2 processus différents. Déjà, il y a effectivement, comme tu dis, coucher ce qu'on a dans la tête sur papier, ou en tout cas sur l'ordinateur. Et là, on commence à s'apercevoir très rapidement qu'on a dans la tête un volume qui est très très impressionnant une fois qu'on a mis des mots dessus. Donc c'est très long. Je pense que tous ceux qui sont dans ce processus créatif le savent, c'est très long. Et puis ensuite, il y a un deuxième processus qui est effectivement de se confronter à quelqu'un qui est dans l'édition, qui a un œil neuf, un œil nouveau, et qui va des choses qui sont soit, alors pas forcément mal dites, mais pas incohérentes, mais des choses qui sont mal expliquées pour quelqu'un qui débuterait complètement et qui découvrirait l'ensemble et l'univers. Donc il y a une relecture, c'est vraiment une réécriture, relecture et réécriture, parce que finalement il y a plein de choses à corriger, plein de choses à réordonner, des choses à présenter différemment, des noms aussi, des noms des fois sur lesquels on bute. Donc c'est très enrichissant, les 2 phases sont très enrichissantes, et là j'avoue que je suis un peu dans les 2 en fait en même temps. Des choses aussi qui doivent être un petit peu difficiles dans le sens où toi, comme c'est ton bébé, tu l'as en tête depuis des années, et il y a peut-être des choses qui te semblent tellement évidentes que tu penses pas à en parler, alors que pour un néophyte qui va découvrir le monde, ça semble important d'avoir les bases. C'est ça, et en plus d'être créateur, je suis donc aussi celui qui fait jouer le jeu à des tables, et du coup ma façon d'expliquer en live avec des joueurs, depuis des années ça passe plutôt bien, et on part toujours du principe que si ça passe à l'oral, à l'écrit ça va être pareil, alors que non en fait, et je l'ai vu notamment sur plein de vocabulaire, plein de mots que j'utilisais, c'est un vocabulaire qui est dédié et qui pourtant n'est pas forcément compréhensible directement à la première lecture, en tout cas d'après mon éditeur. Donc on a dû jouer sur les mots, changer du vocabulaire, insister sur plein de catégories différentes de mots qui sont de la même famille, mais qui ont des attributions différentes, qui permettent de parler de choses plus précises, on va dire pour le commun des mortels, et donc notamment pour n'importe quel novice qui débuterait dans ce monde-là en fait. Et justement, pour les novices qui voudraient découvrir ton jeu, Magna, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu nous le thématiser, nous le mettre en situation, nous donner l'histoire de l'univers? Bien
sûr, Magna c'est un monde contemporain et c'est ce qu'on appelle une uchronie puisque à partir d'une date, il y a soit un événement qui s'est passé, soit un événement qui ne s'est pas passé, en tout cas une modification qui apporte des changements en profondeur et on vit donc dans un quotidien qui est très très proche du nôtre dans Magna et les joueurs vont incarner des personnages qui mènent leur petite vie dans un quotidien vraiment très semblable au nôtre. En sachant que l'Uchronie, le monde qui s'est créé est plutôt un monde invisible aux yeux de tous, donc dans les sociétés, dans l'économie, des gens qui sont dans l'ombre, il y a beaucoup de choses qui se sont créées et les personnages vont tout à coup, comme ça, par le biais du hasard ou pas complètement, avoir accès à des pouvoirs, des capacités particulières comme voler, voir à travers les murs, entendre les pensées, déclencher du feu, etc. Et à cause de ça, ça va les amener à rencontrer justement l'un des premiers personnages et l'un des rouages importants du monde, et à cause de ça, ils deviennent des grains de sable entre ces rouages, et ils deviennent gênants pour tout le monde, et donc ils vont devoir faire leur place dans un monde qu'ils découvrent petit à petit, en sous-couche de notre présent en fait. Donc c'est une uchronie cachée, en fait, j'appelle ça une uchronie cachée. Alors, nous, on a eu la chance d'avoir une partie ici dans l'émission que tu étais venu faire en direct, et on a évoqué le fait ensemble de faire une campagne, donc de faire trois émissions sur la même histoire dans Magna. Est-ce que toi qui connais très bien les règles et qui maîtrises, parce que c'est ton jeu, donc tu l'as dans la tête depuis des années, le fait de le coucher sur papier et de te dire que d'autres personnes vont s'approprier ton monde, est-ce que justement ça te fait pas un petit peu peur aussi, dans le sens où ils vont peut-être pas l'utiliser comme tu l'entends, ils vont peut-être faire des anicroches? Est-ce que ça fait pas des petites blessures au cœur, ça? Alors, des blessures au cœur, non. J'avoue que comme je suis auteur de jeux de société et auteur de jeux de rôle, il y a un concept un peu différent. Quand je suis sur un jeu de société, je crée des règles pour qu'elles soient respectées, parce que si elles ne sont pas respectées, le jeu risque de dévier et de pas fonctionner en fait. Alors que je suis aussi joueur de jeux de rôle à côté, et on prend beaucoup de liberté avec les règles, même si les règles ont été pensées le système de jeu a été pensé pour être à peu près équilibré. Le maître du jeu prend des libertés, les joueurs proposent des choses qui imposent presque des fois au maître du jeu de prendre des libertés, ne serait-ce que pour la façon de raconter l'histoire, ou des jets de dés qui deviennent inutiles ou au contraire nécessaires et qu'il faut rajouter. Voilà, sans vouloir dire qu'un système est forcément biaisé ou quoi que ce soit, des fois, à cause de l'aventure, on a besoin de faire des choses en plus ou en moins. Donc je le sais déjà en tant que joueur, donc je vais sûrement pas me formaliser parce que des maîtres du jeu ou des joueurs vont pas utiliser les règles telles que je les ai pensées. Donc sur ce point-là, moi je suis là, au contraire, je serais très très heureux de savoir et d'avoir un jour un retour de quelqu'un qui me dit on a commencé une campagne de Magna, ça se passe plutôt très bien, voire j'ai une question ou moi j'ai préféré faire ça, et je serais super fier au contraire que les gens se l'approprient. C'est un peu ça, c'est du matériel en fait pour créer. C'est pas une création, c'est pas un tableau sur lequel les gens vont imaginer tiens, moi je serai dans la forêt qui est au fond. Non, ils vont créer un nouveau tableau à partir de pinceaux et de tubes de peinture que je leur fournis en fait. Donc au contraire, bien au contraire. D'accord. Et justement là, quand tu le couches sur papier, tout ce que tu as dans la tête, pour l'instant, on va dire, t'en es à combien de temps de travail pour la rédaction? En termes d'écriture, j'ai pas eu un rythme très soutenu pour plein de raisons, parce que déjà c'était difficile de m'y mettre, et puis il a fallu que je recommence les choses plusieurs fois. Donc l'écriture a duré très longtemps en fait. Et là, ça fait 1 an et demi qu'on est sur la réécriture et la relecture avec mon éditeur, parce qu'il y a plusieurs parties en fait. Il y a la partie explication du monde qu'on a fini. Même si on va devoir y retourner, j'en suis certain. Il y a la partie explication des règles qu'on est en train de faire, et comme c'est un jeu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à super pouvoir, donc à pouvoir, malheureusement, j'allais dire, heureusement pour les joueurs et malheureusement pour moi, il faut que je dresse une liste de capacités et de comment elles évoluent, et ça veut dire être précis dans les chiffres, parce que chez les meneurs, chez les maîtres du jeu qui vont peut-être faire jouer un jour Magna, certains sont complètement à l'aise avec les libertés qu'ils pourraient prendre, d'autres pas du tout. Donc il faut leur fournir quelque chose qui est rodé, qui fonctionne très très bien. Et s'ils trouvent que c'est un peu trop, c'est là qu'ils prennent les libertés et qu'ils simplifient éventuellement.
mais ça c'est très long à écrire parce qu'il faut vraiment penser à une vingtaine de types de pouvoirs différents et comment ils évoluent. Et là, on est en train de beaucoup travailler depuis quasiment 6 mois uniquement sur ça, sur cette liste de pouvoirs, parce qu'il y a des termes à utiliser, il y a des termes à ne pas utiliser, il y a des choses à préciser. Bref, cette partie-là est un peu laborieuse, et en plus, ce n'est que finalement le début, quoi. Après, j'ai toute la campagne qu'il va falloir travailler. Donc, on est au milieu, je dirais. On est au milieu du travail. Et moi, j'avais une question, je ne sais pas si tu m'entends. J'avais une question sur le fait que là, le jeu, donc, il part chez un éditeur qui va le sortir. Est-ce que donc il y a des choses que tu as dû créer, des petits détails que tu avais totalement oubliés parce que c'est pas toi qui va le faire jouer de partout. À terme, s'il sort et qu'il est vendu, les gens vont le faire jouer de manière autonome. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais absolument pas pensé? Parce que toi, ça te paraît clair, c'est ton univers, mais je dirais comme pas un livret de règles ou quelque chose comme ça. Un scénario de base. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû créer totalement, que tu avais totalement zappé, quoi? Parce que c'est toujours toi qui étais maître du jeu. Oui, alors pas forcément sur l'aspect dont tu parles, c'est-à-dire de créer des morceaux de dans le système, parce que comme je le faisais jouer, j'ai mis sur le papier absolument tout ce que je faisais déjà jouer. C'était plutôt dans les grands mystères du monde, en fait. Il y a certains mystères qui sont là pour structurer le monde, mais finalement il n'y a plus personne qui est au courant de ces mystères, à part donc moi qui l'ai créé, et le meneur, parce qu'il aura besoin de savoir qu'est-ce qui structure dans le fond de l'histoire, mais les joueurs n'accéderont jamais à cette information. Du coup, il y a certaines informations que j'avais laissées complètement dans le flou, parce que comme personne n'allait jamais me poser la question, je n'avais pas vraiment besoin de le préciser. Et puis là, arrive un éditeur qui dit ah bah si, il faut le dire. Et moi, je sais pas ce que c'est, il va falloir l'inventer. Donc, un peu tout bête, hein, c'est vraiment tout bête, mais par exemple, Magna, c'est un acronyme, M-A-G-N-A, et je savais pas de quoi. J'avais décidé que ce serait un acronyme, mais j'étais incapable de dire de quoi. Et il a fallu donc que je me penche sur les origines de ce que je voulais pour Magna, de cette entreprise pharmaceutique des années 70, à quoi elle pouvait être reliée, qui c'était le M, le A, le G, le N, le A. J'ai trouvé. Et c'est très satisfaisant finalement de compléter un monde qui est aussi vieux, parce que ça fait quand même 13 ans que je le fais jouer, et c'est de continuer à le compléter avec des choses qui semblent nécessaires pour quelqu'un d'autre, qui est extérieur. C'est déjà un peu comme si je travaillais avec un meneur qui me disait oui mais ça je comprends pas, est-ce que tu peux me l'expliquer correctement? Et ça c'est super enrichissant. Et est-ce que tu peux nous l'expliquer l'acronyme ou on doit le découvrir en jouant? Non, en fait, ça fait pas partie des secrets maintenant. C'est quelque chose qui, certes, est un peu disparu, mais qui est Magna, c'est les initiales de 5 groupes pharmaceutiques, les 5 plus gros groupes pharmaceutiques des années 70, qui se sont un peu rassemblés parce qu'ils voyaient l'économie chuter un peu à cause de la guerre du Vietnam, et ils se sont dit si on veut survivre, il faut qu'on fasse quelque chose qui est pas du tout autorisé, hein, c'est qu'on fasse des essais en commun, dans une boîte en commun, et qu'on se tienne au courant de tout ce qui se passe. Comme ça, pendant au moins 5 à 10 ans, on met tout dans le corps. On forme pas un groupe, mais au moins on a notre plateforme de travail. Et le M, le A, le G, le N et le A, ils ont créé donc un gros groupe, un Magna, qui finalement prend l'indépendance petit à petit, qui a posé des problèmes, qui a vécu sa vie et qui va devenir ce que le jeu en fait ensuite. Voilà. Mais là, je vois un petit peu de Nostradamus dans ce que tu es en train d'expliquer, parce que si on remplace Magna par GAFA, finalement, on est un petit peu dans une prophétie. C'est vrai. Je te cache pas que c'est une inspiration, effectivement, qu'il a fallu réorganiser un petit peu et retoucher, mais il y a de ça. Le principe de Magna, de toute façon, de tout cet univers qui est une chronique cachée, c'est finalement d'aller puiser dans tout ce qui est occulte, légendaire, mythique, qui n'a pas forcément d'explication tangible dans notre monde, en tout cas dans le réalisme de notre monde, et puis d'en faire des choses qui sont connectées à des éléments totalement réalistes, en tout cas dans le monde fictif, et en faire des choses totalement réalistes et qu'on va rencontrer, comme ça, pêle-mêle, le Graal, les chevaliers du Temple, l'Atlantide, les dragons, etc., etc. Voilà, ce sont des choses qui peuvent exister grâce à des choses qui dans le fond de l'histoire, et l'intérêt c'est de leur donner vie, donc de se raccrocher à des choses qui existent. Donc tu vois, quand on dit il y a une crise économique par exemple, est-ce que je vais l'utiliser ou pas? Oui, parce que ça peut être intéressant d'en faire quelque chose qui est causé par un peu plus que ce que nous on en sait. Ouais, de s'en servir. Alors là, tu l'as dit, tu es à peu près à la moitié du travail d'écriture. Si les gens sont intéressés, on peut estimer une sortie quand à peu près? Vers 2021 à peu près?
Je pense vu le rythme qu'on a avec mon éditeur, c'est-à-dire on a plusieurs mails par semaine, ça avance doucement parce que là on est sur une liste en fait. C'est tout le problème de travailler sur des pouvoirs, on est sur une liste, donc c'est très très long. Donc j'avoue qu'autant avant qu'on commence les pouvoirs, j'aurais dit 1 an et demi. Autant maintenant, et puis tout le travail qu'il y a sur la première campagne, je dirais 2022, voilà. On va dire 2022, histoire pour se donner un petit peu de nom. C'est ça. Donc en tout cas, ceux qui veulent se découvrir, se faire plaisir avec Magna, je vous rappelle que ça va nous servir de campagne au niveau du jeu de rôle cette année, donc avec Tony qui va venir enregistrer avec nous. Tony, merci beaucoup pour toutes ces précisions et pour toutes ces infos. Un plaisir. Je te souhaite une très très bonne fin de soirée et puis j'espère toujours à l'écoute de l'émission. Je reste à l'écoute de l'émission et puis je vous annonce déjà qu'on va aller se promener sur un bateau, sur un yacht où vous serez de riches personnes et vous allez voir que là où on va aller, malheureusement, il y a des secrets qui vont se révéler et qui vont peut-être être difficiles à accepter, mais voilà. Très bien, tu teases un petit peu, on a hâte. Bonne soirée à vous, en tout cas. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Merci à vous, ciao. Donc effectivement, pour ceux qui souhaitent découvrir un petit peu plus Magna, le monde de Magna ou la mécanique aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de la thématique, mais il y a la mécanique qui lui est propre. On vous invite à suivre toutes les émissions spéciales jeux de rôle de Deludes qui ont lieu tous les 5e lundis de chaque mois, parce qu'il y a certains mois qui en ont 5. Mais voilà, on en reparlera sur le Facebook. Vous aurez des révélations sur notre monde, hein, c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Des secrets, des révélations, des complots. Alors il y a plein de choses comme ça qui sont secrètes, qui sont un petit peu complotistes. Une des choses qui était un petit peu secrète, on ne sait pas, ça a existé, ça n'a pas existé, c'est l'Atlantide. Ah oui. Et justement, il y a des gens qui en ont fait un jeu et Yann veut nous en parler ce soir. Dans Deludes, on est sûr que d'une chose, ce n'est pas parce qu'on essaye de penser à tout le monde qu'on doit laisser la parole à n'importe qui. Un malheureux exemple avec Jérôme, apprenti humoriste. Bonsoir, on m'entend au fond, ça va ? Alors bon, je dédie cette blague à Pierre Desproges et Raymond DeVos, en toute humilité, mes pères spirituels. L'autre jour, je jouais à Atlantis avec des amis. Je viens de faire un super coup et là mon pote tend la main vers moi. Donc bon réflexe, je fais un check, tranquille. Puis là il insiste, il garde la main tendue, il s'impatiente, il devient tout rouge. Alors bon, je lui tends un verre d'eau. Et là le mec renverse la table, se lève et se casse. Alors moi je dis aux autres, quoi, je voulais juste l'aider. Et les autres me disent, ouais, lui aussi, il voulait juste l'aider. Hein, quoi, c'est déjà fini? Désolé, j'attendais la chute de la blague en fait. Mais elle est déjà passée peut-être. Pas fait gaffe. Bon, notre prochain artiste s'appelle Yann et son sketch s'appelle La... Dans Deludes. C'est pas grave, j'ai appuyé sur le bouton un peu trop vite. Et donc notre prochain artiste s'appelle Yann et son sketch s'appelle La chronique sur Atlantis. Et ne t'inquiète pas Yann, tu ne pourras pas faire pire que cette blague. Voilà, c'était la chute du jingle. Merci Damien. Si vous voulez, on le réécoute en entier. Non, c'était très bien, c'était très bien. Une fois, ça suffit. Donc oui, ce soir je vais vous parler d'Atlantis. Alors Atlantis, c'est un jeu de Scott Huntington, de Sean Graham. Donc ils ont déjà travaillé sur Gobi et Jolly Roger. C'est illustré par Alexander Tumier, Clément Masson et Yann Parovel. C'est édité chez les Ludonautes et c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 40 minutes en moyenne. C'est pas Yann Revel, illustrateur ? Non. Non, c'est Yann Parovel. Non, Yann Parovel. Ok. Parce que Yann Revel, c'est moi. Et donc, en fait, dans Atlantis, on va jouer à un jeu de majorité et non pas un jeu de dés, ce que l'on pourrait croire au départ. Et donc, ils ne sont pas vraiment là pour la mécanique. Ils sont vraiment là pour, finalement, désigner les endroits où on va pouvoir agir. Donc, dans l'idée, le thème, c'est qu'il y a l'Atlantide qui est en train de s'effondrer et qu'elle s'écroule, elle tombe, elle sombre. Et donc, il faut sauver les meubles. Et pour sauver les meubles, donc, il faut aller chercher les différentes richesses dans les quartiers pour pouvoir se les approprier et donc prendre comme ça des points de victoire au cours de la partie. Enfin, les richesses, c'est du fer. Il y a des bijoux. Il y a des livres, il y a une bibliothèque avec des livres, des choses comme ça. Ah oui, des connaissances quand même. Il y a 6 endroits, il y a 6 quartiers. Et il y a donc le 6e quartier qui est la place au marché. Et là, on va retrouver différents types de ressources, de chacune des ressources. Donc le plateau, il est... alors c'est un très beau jeu. C'est un jeu qui va se
placé avec le plateau comme une forme d'horloge, on va dire, avec au centre une aiguille qui va servir de compteur de tours et donner aussi les décomptes intermédiaires au cours de la partie pour pouvoir comptabiliser des points. On va donc positionner nos petites ressources et puis donc on va prendre un premier joueur et on va lancer une poignée de dés. On lance une poignée de dés, on les place sur les différents quartiers qui sont numérotés de 1 à 6. Et donc, ça va désigner, pour ce tour, par exemple, on va pouvoir aller chercher les ressources dans tel et tel quartier. Mais celui-ci, là, sera inaccessible. Oui, s'il n'a pas de dés, donc on ne peut pas y aller. Exactement. Donc, on a placé ces dés. Et donc là, à tour de rôle, on va pouvoir choisir un quartier. Donc, on prend le dé qui désigne ce quartier. Et l'on prend une ressource sur ce quartier-là. S'il y a un petit sous-marin aussi, qui est tout mignon, qui peut être sur le quartier où on va aller chercher la ressource. Et dans ces cas-là, on va récolter une ressource supplémentaire. Après avoir récolté sa ressource, chaque quartier donne une action bonus. Donc ça peut être déplacer le petit sous-marin pour rendre un autre quartier plus attrayant, par exemple. Ça peut être de lancer un dé pour faire une valeur qui nous permettra de gagner une seconde ressource aussi, une ressource supplémentaire. Voilà, ça donne des petits bonus comme ça pour pouvoir essayer d'avoir le plus de ressources possible. Et donc à tour de rôle, on va comme ça choisir notre quartier. On fait 2 tours. Et une fois qu'on a terminé, on regarde quelle tuile où il reste un dé normalement, parce qu'il y a toujours un dé en plus de plus. Il y a le double de dés que le nombre de joueurs plus 1. Voilà. Et donc, on a fini nos 2 tours, on a ramassé tous les dés, il en reste un, ça désigne un quartier. Et sur cette tuile, il y a un symbole d'horloge de 1 à 3 et qui va nous donner l'avancement en fait de l'aiguille. Ah, de l'effondrement. Exactement, on va dire que oui, ça va simuler l'effondrement. Ouais, et donc à chaque fois, on va arriver sur un nouveau curseur qui va nous donner par exemple la ressource de la bijouterie, des pierres précieuses. Et donc là, on va faire un petit décompte et savoir qui a le plus de pierres précieuses. Et là, on va marquer un point de victoire pour celui qui a le plus de pierres précieuses. Oui, pour une majorité dans les ressources en fait. Exactement. Après, les décomptes généraux se situent quand on a enlevé toutes les ressources sur un quartier. Quand on a enlevé toutes les ressources, on prend la tuile et on la donne à celui qui a le plus de ces ressources. Ouais, donc, d'accord. Il va gagner là 3 points de victoire et donc il va pouvoir accumuler comme ça un petit peu de points. Et quand il n'y a plus de ressources sur un quartier, si les dés indiquent ce quartier-là, tant pis, on ne peut plus aller les rechercher, il n'y en aura plus. Parce qu'il y a 3 tuiles en fait de chaque quartier. Les unes sur les autres. Donc une fois que tu as vidé un quartier, la tuile va au vainqueur. S'il y a 2 vainqueurs, on donne 3 points supplémentaires, 3 points aussi au deuxième. Pour tout le monde. Voilà. S'il n'y a pas d'égalité parfaite entre les 2 joueurs, et ben là, il y a le premier qui prend 3 points, le deuxième prend 1 point. Donc tu peux toujours gagner un petit peu de points. Et donc quand la tuile est totalement vidée, il y en a une autre en dessous qui va donner un nouveau décompte d'horloge. Donc ça ne sera pas forcément le même que sur la tuile précédente. Et un pouvoir qui sera aussi différent de la tuile précédente. Et voilà, on fait de cette manière-là toutes nos actions. Et puis à la fin de la partie, on compte les bouses, on compte les points. À la fin de la partie, c'est Raph qui gagne. À la fin de la partie, c'est Raph qui gagne. Ah, pour une fois que c'est un jeu où c'est pas Yann qui gagne. Non, c'est Raph. Non, mais après, alors voilà, ça fait partie de l'analyse aussi de ce jeu, c'est que c'est un jeu qui est entre 2 eaux, comme j'annonçais tout à l'heure. Tu voulais dire quelque chose, Damien ? Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, avec ceux qui ont créé ce jeu, tu disais chaque quartier rapporte un bonus. C'est pas chaque quartier qui a découvert l'Atlantis. Hein. Non, c'est vrai. C'est juste pour dire ça. Merci pour cette intervention. C'est une spéciale jeu de mots ce soir. On prévient nos auditeurs, hein, si vous nous écoutez, si vous nous prenez en cours de route. Alors c'est un jeu qui est vraiment... C'est pas toujours comme ça. C'est un jeu qui est vraiment très beau, qui a été très bien réalisé, qui a été très bien édité. Dans une petite boîte, on se retrouve avec plein de matos finalement. Ça fait un grand plateau de jeu qui est plutôt sympathique. Et voilà, mais seulement, je trouve que le thème, lui, n'est pas forcément... la mécanique nous rappelle pas le thème, finalement. Oui. On est plutôt sur un jeu froid, un petit peu... Par le temps qui passe, qu'on pourrait... donner, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Atlantique qui sombre. Ouais, qui sombre, mais sinon, tu trouves que voilà. Et c'est un peu calqué, on aurait pu mettre un autre thème. Qui sombre, tu prends pas du métal dans ta barque pour t'échapper, ou des joyaux peut-être. Et sur un jeu de majorité, on aurait tendance à penser que c'est un jeu vraiment tactique où il va falloir cogiter et voilà, tu vois, utiliser ses neurones. Sauf que c'est quand même un jeu plutôt chaotique. Et avant de maîtriser, d'avoir une vision des pouvoirs et de l'effet à long terme que ça peut avoir, parce
que ça reste assez compliqué finalement comme données dans ce jeu-là. Donc on est plutôt sur un jeu qui se voudrait plutôt familial, avec des règles simples, des tours rapides, assez simples, et finalement pas une grande profondeur tactique. D'accord, avec aussi une part de hasard, puisque tu le disais, ça commence par lancer les dés, donc c'est ça, qui vont déterminer l'endroit où l'on va. S'il n'y a pas de dés sur le quartier qui t'intéresse pour aller chercher les ressources, ça peut être un petit... Mais c'est très bien des fois de ne pas avoir forcément que du tactique aussi pour un jeu familial. Exactement, c'est pour ça qu'il est plutôt familial ce jeu. On va pouvoir jouer avec des enfants en famille. Moi je sais que chez le Ludonote, tu lances des dés qui va déterminer là où tu vas. Ça me faisait penser à Lewis et Clark, enfin à Discovery, c'est le journal de Lewis et Clark. Celui-là, j'y ai pas encore joué, mais ça me donne bien envie parce que je me dis, tiens, c'est une mécanique qui me plaisait. Enfin, une mécanique, non, mais une direction de jeu. Tu lances les dés pour déterminer ton chemin. Et chez eux, ça me plaisait déjà bien l'autre jeu. Celui-là, il m'a donné envie quand même. Il a un petit peu piqué ma curiosité. Très bien. Donc voilà, c'était Atlandice de chez Ludonote. Merci beaucoup Yann pour cette présentation. On l'a dit tout à l'heure au début de l'émission, si vous nous rejoignez maintenant, ne soyez pas surpris. Ce soir, on n'a pas d'invité, puisque par un concours de circonstances, nous avons été oubliés, mais ce n'est pas grave, parce qu'on joue quand même. Et ce soir, on joue notamment grâce à Telmo. Merci Alex. Alors, effectivement, petit rappel. Oui, attends. Ton jingle. Cet après-midi, dans les locaux de la radio. Bon les gars, faut faire un jingle à Talmo, mais à la hauteur de ses rubriques. Bien écrite, intelligente, documentée, et pour une fois, vendez-moi du rêve. Je veux me croire sur Arte. Allez, attention, action. Tu as la question, qu'écoutais-je? Tu as la réponse, qu'entendis-je? Tu as le mot, qu'ouis-je? Tu as le mot, qu'ouis-je? T'as le mot, quiz. T'as le mot, quiz. Attention, la consommation régulière de LSD et d'alcool artisanal peuvent entraîner des situations gênantes. Si vous en êtes témoin, n'intervenez pas. Enregistrez la scène et envoyez-nous tout ça, on pourra toujours en faire un jingle. Merci Damien, merci beaucoup, merci à tous. Donc comme nous l'avons dit, nous devions recevoir ce soir Place au jeu, qui est un bar à jeux itinérant dans le centre-Bretagne. Donc un jour à Rémingol, un autre à Pluvigné, et voilà notre... Et pardon à toutes les villes que nous n'avons pas citées. Il faut en citer au moins 3 autres, je crois, pour c'est les marques. Voilà, Donc j'avais proposé un Rémingol Sud. Quand je suis stressé, j'ai pas d'exemple comme ça. Un quiz autour de 3 thèmes. D'abord le commerce, le voyage et la convivialité. On est en plein dans le thème. Ouais. Voilà. Donc je vais vous faire deviner des œuvres ou des personnages. Enfin, je vais vous faire deviner des trucs qui tournent autour du voyage, de le commerce et de la convivialité. Vous êtes prêts? Ça va être très simple. Et vous voyez pas à travers mon papier, hein? Non, c'est trop petit. Non. Alors, voyage 0 sur 10, commerce 5 sur 10, convivialité 9 sur 10. Elle est dure, là, c'est un film américain de Kevin Smith. Le film a été financé grâce à la vente d'une grande partie de sa collection de comic books. Clerks. Ouais. Bravo. Bingo. Tu as trouvé le premier. Un point pour Kevin Smith, en même temps, il n'a pas fait énormément de films. C'est vrai, mais je commence facile. Deuxième, voyage 10 sur 10, convivialité 5 sur 10, commerce 2 sur 10. Les joueurs sont des personnes décidant de prendre des chemins pour aller à la rencontre de paysages à couper le souffle et de la paix intérieure. C'est en au Tibet. C'est un jeu de Antoine Boza. Son nom... Takenoko. Non, c'est pas Takenoko. Désigne aussi Tokaido. Route... Bravo, Oui. Tokaido, la route la plus importante du Japon. C'est ça que j'avais dans la tête, Edo à Tokyo. Mais bien joué, Damien. Les auditeurs qui veulent jouer avec nous peuvent nous rejoindre sur Facebook. Volontiers, s'ils sont plus rapides sur notre vous, Facebook, tout à fait. des plumes, et jouer avec nous directement. N'hésitez pas à balancer vos suggestions et on les lira. Il y a un décalage de 30 secondes histoire qu'on ait vos réponses avant que nous on ait. Ouais, c'est ça, comme ça on triche. Non, vous êtes prêts? Ce coup-ci, voyage 9 sur 10, convivialité 8 sur 10, commerce 1 sur 10. Okay. Nous sommes 9 amis embarqués dans un très long voyage. Des séparations, des retrouvailles, un grand destin. T'as une idée, toi? Moi je verrais ça en Nouvelle-Zélande, mais.
Ouais. Ouais. Vas-y, je suis à la fois un livre, un film et je suis l'étalon de l'heroic fantasy. Voilà, c'est ça. Il nous montrait les talons de l'Heroic Fantasy. Ouais. C'est bien ça, c'est le Seigneur des silence Anneaux. des Bah anneaux. oui, voyage, je t'ai bien obligé. Et convivialité en plus, c'est la communauté de l'anneau quand même. Et j'ai adoré Alors, excuse-moi, mais j'ai adoré le fait Vas-y. que Amazon Prime ait tourné, ait fait envoyer des directeurs photos partout dans le monde pour se dire putain, on sait la série, on l'a fait en Nouvelle-Zélande. Bravo les gars. Moi j'aurais évité de ruiner Thomas Cook et je vous ai renvoyé là-bas directement. Hein. On savait très bien que vous alliez y aller quoi. Enfin... Alors, on colle toujours à notre thème. Hein. Voyage 8 sur 10, convivialité 2 sur 10, commerce 5 sur 10. Je suis un marchand parti pour un très très grand voyage. À l'époque, le monde était si ancien qu'il regorgeait de créatures fantastiques, aigles géants, cyclopes, cannibales. Je suis Choc des Titans. Je suis une œuvre majeure de la littérature mondiale. L'Iliade. Ouais. Je viens de Bagdad et je date du 9e siècle. Sinbad. Les 1001 histoires de la nuit de la sultane. De l'histoire simple. Ouais, ok. Simba. Alors, voyage Et 7 Damien sur 10, Ba aussi. convivialité 7 sur 10, commerce 7 sur 10. Celui-là, je trouve assez équilibré. Je suis un très grand voyageur. Je suis un grand voyage, un roman écrit en 1865. Je raconte un long voyage. Pas beaucoup de convivialité. En revanche, je me situe dans le monde de l'excès, de l'absurde et de la gourmandise. Le baron de Munchausen. Non, pas loin, vous êtes pas loin. On était Ouais. Je mets en scène une héroïne jeune, une jeune fille d'une dizaine d'années. Heidi. Qui tombe dans un Mad trou Heidi. au pied d'un arbre. Alice au pays des merveilles. Alice au pays des Wonderland. merveilles. Alors, bon, j'arrête là, voyage 10 sur 10, tout ça, ça Ouais. vous donne pas beaucoup d'indications. Alors là, je suis également un roman, mais cette fois-ci de 1872, et je raconte un long voyage. Je suis à la fois un livre, un film, Le baron de Voyage au Munchausen. centre de la Terre. un jeu de société. 20 milieux sous les mers. À la suite La Terre et la d'un Lune. pari, son héros... Le Tour du s'en monde en va- 80 jours. Bah oui, je l'avais. Ah oui, j'avais fait tous les autres. Bon, je continue. Je suis une œuvre qui parle de commerce avec classe et intelligence. Le code du travail. Il s'agit surtout de pierres précieuses. Ah non. Splendor. Ouais, je suis un jeu de Marc-André, bravo. Joli. Bien, je continue. Alors là, j'avais mis 10 sur 10 en tout. En voyage, en commerce et en convivialité. Vous allez voir, ça a peut-être son importance cette fois-ci. Je suis une chanson écrite par Jean-Michel Riva et Dominique Dubois, à l'origine destinée à Michel Delpech. Je vous laisse chercher un petit peu. Dans le clip, Voyage, réalisé voyage. par Bettina Rimes, on trouve l'acteur américain David Caruso. Vous savez, celui des experts, là. Non, toujours pas? Non. Les paroles de la chanson à double sens parlent des voyages en termes de kilomètres, mais aussi des voyages initiatiques intérieurs. La chanson est dédiée à Gopala. Voyage en Italie. Il est certifié disque d'or en France en 1987 pour plus de 500 000 exemplaires vendus. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Voyage. Ah oui, il avait dit au tout début. Ah, j'ai dit. Entendu, pardon. Voyage. Oh, pardon, bah, je te donne le point. J'avais dit. Alors, on peut dire de moi que je suis arrivé à pied par la Chine, mais j'ai beaucoup navigué aussi. À cette époque, l'aller-retour durait 26 ans, alors il fallait bien choisir les marchandises qu'on négociait. Puis Les copains avec dates qui de ont voyagé. péremption aussi. Marco Polo. Ouais, Marco Polo. Et pour terminer, là c'est le maître parangon, le maître étalon Le du top du commerce top. et de la convivialité. Moi, dès que je pense à ça, je pense à eux. Je suis le plus sympathique des commerces dans lequel chaque produit est unique. Je suis un film. Je parle d'un magasin de location de cassettes VHS. le bazar du diable. Soyez sympa rembobiné. Soyez sympa Soyez sympa rembobiné, rembobiné, bravo. Ah, il Les est super ce Philips de film. Noël. Ouais, il est super.
Quoique dans le bazar du diable hein, avec Max von Sydow et comment Ed Harris. Non, c'est pas le bazar de l'épouvante. Le bazar de l'épouvante. La petite boutique des horreurs. L'adaptation de Stephen King en téléfilm avec des vrais acteurs, soit étant. Oui, mais qui est très bien. Oui. Qui est très bien. Merci beaucoup Talmo pour ce quiz, ce Talmo quiz. Il y a Xavier qui a été très rapide et très réactif pendant le jeu aussi, qui a trouvé Le Seigneur des Anneaux et Marco Polo. Et Marco Polo, ouais, tout à fait. Et ça va être le moment de la 3e pause musicale de l'émission. Yann, je me tourne vers toi. Ah oui, tout à fait. Tu as raison. Donc je me tourne vers ma feuille pour vous annoncer qu'on va s'écouter Clunky Love en prévoyant chronique sur Clank, je crois. C'est possible. Et c'est chanté par Royce Wood Jr. Bien. C'est déjà l'heure de la 3e petite pause. Dans l'émission, on va entamer dans moins d'1 minute la dernière ligne droite. Et si vous avez manqué le début, n'hésitez pas à relancer et à partager cette vidéo sur Facebook, www.facebook.com/DLDP56, DLDP comme des ludes et des plumes. Ça, c'est pour notre adresse. Mais si vous voulez tout simplement l'écouter en version finale, sans les bafouilles, sans les ratures, et avec les chansons à la place de ma voix, ce sera sur les différentes diffusions radio qui arrivent dans les jours à venir. Le programme, il est sur la page agenda de notre site internet www.deludes.com. Et si vous êtes du genre à vouloir consommer les émissions où vous le voulez, quand vous le voulez, dans quelques jours, cette émission sera en podcast sur les plateformes SoundCloud, iTunes et Spotify. Il suffit de chercher DLDP comme des ludes et des plumes. Mais pour ça, il faut d'abord terminer l'émission et elle repart dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'était Royce Wood Jr. qui nous a chanté Clunky Love. Après la musique, dernière ligne droite de l'émission dans des ludes et des plumes. Tout à fait, c'est la dernière ligne droite, c'est la dernière partie de l'émission, comme quoi finalement on arrive à s'en sortir en ne discutant qu'entre nous, même sans invité. Et c'est le moment où moi, cette fois-ci, je vais vous parler d'un jeu, puisque cette fois-ci j'ai le temps. Chez Deludes, on est vraiment sympa. Et parfois même un peu trop. La preuve, on laisse une seconde chance à Jérôme, apprenti humoriste. Bonsoir. Il marche le micro là? Bon, je dédie cette blague à tous ceux qui, comme moi, aiment autant les jeux de plateau que les jeux vidéo. Alex, cette blague, elle est pour toi. Comment fait-on pour transformer un jeu de deck building en jeu de plateforme? On l'achète 2 fois. L'autre jour, j'étais au magasin, j'ai acheté Clank, un deck building. Et comme je voulais un jeu de plateforme, je suis retourné au magasin et j'ai racheté Clank. Une 2e fois. Ouais, ok. Bon, là, on est vraiment dans le public de niche, peut-être même un peu trop. Alors, autant pour moi, la prochaine fois, j'écouterai la blague avant. Bon, alors si parmi les auditeurs, vous n'êtes pas tous fans de Lombax et de robots, vous pourrez adresser vos plaintes à Alexis, mais juste après sa rubrique, parce que là, c'est à toi, Alex. Tout à fait, moi je vais vous parler de Clank sans Ratchet, parce que là on n'est pas dans le jeu vidéo, mais on est bien dans le jeu de plateau. Clank, c'est un jeu de Paul Denen, qui a fait celui-ci et tous les autres, que ce soit les extensions ou les rethématisations. C'est illustré par Nate Storm, Paul Ramos ou Rafe Beisner. Ici en France, on peut le trouver grâce à Renegade. Voilà. Il est sorti en 2016 pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Pour des parties, ils disent entre 60 et 90 minutes, mais on est plus proche des 90 minutes que des 60. C'est un jeu de deck building, d'exploration. Alors le deck building, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait on a un tas de cartes qu'on va essayer de compléter et d'améliorer au fur et à mesure de la partie. Et d'exploration, parce qu'en plus des cartes, on va avoir un plateau de jeu avec différents chemins dessinés et différentes salles de dessiner. On va explorer en fait l'intérieur d'un donjon. Au départ, on va tous avoir les mêmes cartes, on a tous le même jeu de cartes, et c'est simplement grâce à notre première pioche et nos premiers achats qu'on va pouvoir changer notre jeu et qui va devenir différent du jeu du voisin. Donc on a le plateau de jeu, on a des cartes qu'on va pouvoir acheter qui sont les mêmes pour tout le monde, mais qui vont changer au fur et à mesure des achats, et on a notre jeu à nous. Donc le principe, comme je l'ai dit, on pioche 5 cartes dans notre tas, on fait les actions, on en repioche 5, etc. Quand je n'ai plus de cartes à piocher, je remélange tout mon tas
avec les cartes achetées et les cartes déjà jouées, et je refais un nouveau jeu dans lequel je vais repiocher. Et à force, le jeu va s'enrichir et se mélanger. Sur les cartes, on va trouver des pouvoirs. C'est la raison première d'aller acheter cette carte. Elle va nous dire, vous allez pouvoir repiocher des cartes, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir faire si... La carte a un pouvoir qui va nous intéresser, mais elle a aussi des symboles. Sur chaque carte, il y a des symboles, des points d'achat qui vont nous donner en fait des sous pour acheter des nouvelles cartes. On va pouvoir trouver des points d'attaque, des symboles épées, qui vont nous permettre de tuer des monstres, soit des monstres présents dans la zone de carte visible pour tout le monde, soit des monstres présents sur le plateau. Et des points, des symboles de déplacement, des petites bottes qui nous disent que grâce à ça, notre personnage peut se déplacer dans le donjon. Du coup, on achète en fonction de ce qui nous manque ou de ce que l'on souhaite faire. On se balade dans le château, on va récupérer des artefacts, des trésors, et on ressort. Attention, interdiction de sortir si on n'a pas récupéré un artefact. À la fin, celui qui a le plus de points l'emporte. Les artefacts rapportent des points, les trésors rapportent des points, certaines cartes rapportent des points, on fait le décompte, et voilà, celui qui en a le plus l'emporte. Facile comme jeu. Ah oui, non. Alors, sauf que, effectivement, des fois, les cartes, elles sortent pas comme on veut. Alors, il va falloir composer. Effectivement, on voudrait avancer, puis on n'a pas de cartes avec des pas. Donc, est-ce qu'on en a acheté suffisamment? Est-ce qu'elles vont arriver plus tard? Est-ce qu'elles sont déjà toutes passées? À nous de se dire que peut-être dans notre jeu, il manque tel ou tel type de carte. Donc d'orienter nos achats vers ça. Le sel du jeu, qui donne son nom au jeu aussi, c'est que des fois, on est obligé aussi, par des cartes ou par les chemins sur le plateau, de faire du bruit, qu'on appelle clank. Quand cela se produit, on va placer un certain nombre de cubes de notre couleur dans une zone de jeu, et on espère avoir pris des cartes qui vont nous permettre d'en enlever quelques-uns. Quoi qu'il en soit, à certains moments du jeu, le dragon qui surveille le château va se réveiller et attaquer. Au moment de l'attaque, on récupère tous les cubes de couleur, tous les clanks de tous les joueurs, qu'on va mettre dans un sac opaque, et on va en piocher au hasard, qu'on va sortir du sac. Puis les couleurs vont aller sur notre ligne de vie du personnage. Autant dire que si toi, Talmo, tu avais le bleu et tu as fait 18 fois du bruit, tu auras 18 cubes bleus dans le petit sac, là où les autres en auront un peu moins. Donc tu auras plus de chances d'avoir du bleu qui sort et de te prendre des coups. Donc c'est là que c'est très intelligent, c'est qu'en fait on va faire une course pour échapper au dragon. Il faut faire une course, échapper au dragon, faire des points, réussir à bloquer les adversaires. On sait qu'une fois qu'on est rentré, on n'a pas le droit de ressortir si on n'a pas récupéré un artefact. Donc on est obligé de s'aventurer quand même à l'intérieur de ce donjon. Moi, Clank, c'est l'un des jeux en ce moment qui sort le plus. C'est celui, je crois, auquel j'ai le plus joué cette année et cet été. C'est l'un des meilleurs deck building que j'ai testé. Il est très intelligent dans son renouvellement. En plus, ils ont fait en sorte de pouvoir le renouveler parce qu'une fois qu'on se dit qu'on a épuisé toutes les cartes et le plateau de jeu, il y a 2 extensions qui existent pour la version Moyen-Âge. Trésor englouti avec à chaque fois 2 nouvelles cartes, des nouvelles façons de jouer. On va avoir des chemins avec de l'eau, il va falloir aller acheter un scaphandre pour pouvoir les emprunter ou perdre de la vie, parce qu'on peut aussi perdre de la vie si on se noie. Il y a une 2e extension qui se passe à l'intérieur d'une pyramide, où on va rencontrer une momie qui va venir, qui va pouvoir nous empoisonner. Donc on va pouvoir essayer d'envoyer sur les autres. Donc encore renouvellement de plateau, renouvellement de cartes. Toutes les cartes sont cumulables, c'est-à-dire qu'on peut y rejouer avec toutes les cartes des extensions dans le jeu de base. Ouais. Et une fois qu'on a fait le tour de tous ces jeux-là, on a le Clank dans l'espace qui existe, qui est le même jeu mais rethématisé, avec des nouveautés qu'on peut trouver dans l'espace, où il va falloir réussir à aller ouvrir des sas pour réussir à passer, pour atteindre des nouveaux couloirs, des nouvelles zones de jeu. C'est vraiment très malin, très très fun, c'est un vrai plaisir. Toi qui joues beaucoup, tu as testé les extensions? Tu as besoin des extensions pour te... Non. Tu n'as pas besoin des extensions, mais pour une fois, c'est des extensions qui apportent un réel plus. Ça veut dire que avec les extensions, comme je te disais, déjà, tu as des nouveaux plateaux de jeu, recto verso. Rien que ça te permet d'avoir une nouvelle visualisation de ton donjon dans l'espace. Ça rajoute des espaces dans le donjon? Non, c'est carrément des nouveaux donjons. D'accord. Tu joues soit avec tel plateau, soit avec l'autre plateau. Celui-ci, déjà, à chaque fois, c'est recto verso. Tu as une partie un peu plus facile et un peu plus difficile. Et quand tu dis que c'est le jeu auquel tu as le plus joué cet été, est-ce que c'était dans le cadre des centres aérés ou c'était en famille?
Un peu les deux. C'est-à-dire que c'est un jeu où tu peux facilement le présenter aux autres et leur donner envie. Ah oui. C'est l'avantage. Si c'est en centre aéré, c'est que... Malgré le temps de 90 minutes. Oui, mais en fait, 90 minutes, si les gens attendent pour faire une partie, c'est long. Mais quand tu es dedans, quand tu as les doigts coincés dans la porte, court. c'est long. C'est un jeu, envie de faire pipi. Voilà, deck building en fait, où tu crées ton deck. Donc tu vas jouer avec ton propre jeu, avec les cartes qui t'intéressent, mais où tu vas aussi jouer en fonction des autres. Parce que tu vois bien l'avancée des autres. Tu vois bien si tu vas pouvoir les embêter. Si tiens, et si je prends cet artefact-là, il vaut que 5 points, mais il est vachement près de la sortie. Si je le prends et que je remonte, tout de suite, je peux déclencher une fin de jeu plus rapide. L'autre, il vaut 30 points, mais il est tout au fond. Mais en même temps, si moi j'ai Ça que fait 2 clank, en même temps, si j'ai que hein. 2 pas et que l'autre il en a 27, il va avancer vachement vite. Il va peut-être sortir avant moi malgré tout. Non, c'est vraiment très très malin, très fun. Moi, c'est un bijou. Moi, je vais dire aux auditeurs, vous savez à quoi je remarque que c'est un bon jeu, c'est que sur la fiche de mon collègue Alex, je vois que le jeu date de 2016, alors que sa boîte a l'air de dater des années 90. Tu veux dire qu'elle est moche ? Non, je veux dire qu'elle a déjà bien servi. Tu veux dire qu'il y a des enfants au dos qui ont l'air de vachement s'amuser en jetant des dés figés ? Non, mais oui, elle a beaucoup servi. Effectivement, il y a beaucoup de jeux qui restent jolis et en état, auxquels on ne revient pas par manque de temps, parce que certains sont très bons, mais parce qu'il faut aussi tester des nouveautés. Et celui-ci, malgré tout, je le ressors très régulièrement. Les gens qui y jouent, j'ai fait des adeptes, parce que les gens avec qui j'y ai joué l'ont acheté. Pour te dire, j'ai même cet été, j'ai joué avec un copain qui a commandé une extension, qui a acheté l'extension parce que j'avais pris que le jeu de base en vacances, parce qu'il me dit de toute façon je vais acheter le jeu de base, donc t'inquiète pas, j'achète l'extension qu'on n'a pas pour y jouer. Non, c'est vraiment une pépite. Jetez-vous dessus les yeux fermés, clank, ça marche, c'est obligé. Confirme ton avis. Ah bah, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui ne le confirme pas là. Autant il y a des jeux, on peut être mitigé. Celui-là, clairement, tout est réuni pour que ça marche. Merci Alexis. Mais de rien. C'est un vrai plaisir. Donc, je vois autant qu'il reste, qu'il nous reste encore un peu de temps. Et pour une fois, ça fait plaisir parce que d'habitude, on termine toujours à la bourre. Et là, on va pouvoir vous faire un petit peu la promo, vous dire que vendredi, il y a la rediffusion sur Plume FM, qu'il y a des rediffusions sur les autres radios, que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou des chroniqueurs. Sur le YouTube aussi, on a commencé à remettre un petit peu les émissions en vidéo. Alors, ça marche bien. Je suis un peu à la bourre par rapport à ce que j'ai promis parce que j'ai ma maison à terminer, mais c'est en cours. Tout arrive. Imaginez que chez lui, on dirait qu'il vit, comme on dit familièrement, à Beyrouth, avec juste un modem au milieu de la pièce qui fait la lumière et qui chauffe toute la maison parce qu'il tourne à fond. Il n'a pas de charpente encore. Les murs ont été défoncés, il y a des bouts de meubles de partout, mais le modem il marche quoi. Mais tu rigoles, mais c'était ça, c'est-à-dire que j'avais pas de cuisine, j'ai pas d'électricité, enfin j'avais pas d'ampoule qui fonctionnait pour allumer, mais j'avais déjà l'ordinateur et la télé connectée. Tout ça, ça marchait. C'est une histoire de priorité, de toute façon. Exactement. C'est toujours comme ça. Exactement. Une télé, ça éclaire, ça fait de la chaleur. Ça fait tout. De toute façon, avant de faire la cuisine, tu vas sur Marmiton, par exemple. Bah, c'est pour ça. Voilà. Donc il te faut Internet obligatoirement. Malgré tout, donc on vous dit que la semaine prochaine, il y a la spéciale jeu de rôle. Cette fois-ci, on n'est pas encore sur la campagne de Magna. Non, Magna, ça sera donc le 5e lundi sur la diffusion Plume FM. Oui. Donc 5e lundi, mais le calendrier sera en ligne sur le site d'ici là, de décembre, mars et juin. C'est ça. Et donc la semaine prochaine, ça sera un one-shot, une spéciale, avec un maître du jeu qui se trouve ici autour de la table. Et donc ce sera moi, c'est bien confirmé. C'est ça. Et tu auras la lourde tâche d'animer une partie de Dungeon World, pardon, si j'accroche sur les mots. Parfait, pour 4 joueurs, puisque cette fois-ci, Raph sera avec nous. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ce à quoi on va jouer ? C'est un jeu de rôle Heroic Fantasy dans un univers assez aride et désertique. Vous y avez déjà joué ? Oui. On va reprendre vos personnages, on va vous mettre quelque part dans une situation dramatique, on va prendre un grand shaker avec
des gobelins, des barbares, des magiciens, des méchants, des gentils. On va secouer et puis on va faire une belle histoire avec tout ça, mais j'en dis pas plus. Non. Ça va être la merde parce que moi mon personnage était dans une grotte, s'il se retrouve n'importe où il va pas comprendre. Donc il va lui falloir un petit temps d'adaptation. Donc pour ceux qui ont la chance de nous croiser sur des salons, des festivals, vous avez peut-être vu, on l'a fait tourner à 3D pour la première visualisation au grand public. On a créé une escape, l'escape d'Élude. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, contactez-nous. Si vous avez la chance de croiser, jetez-vous dessus parce qu'elle est vachement bien. Si vous êtes parce que c'est nous qui l'avons faite. Si vous êtes un festival et que il vous manque une escape pour enjoliver tout ça, pour sublimer votre festival. Si vous êtes un conseil d'administration d'une très grosse entreprise et que vous voulez motiver vos cadres moyennant des pépettes. Oui, alors si vous êtes une très grosse entreprise, regardez pas les grilles tarifaires qui est affichées à 3D, on va peut-être un peu augmenter les tarifs. Contactez-nous directement, on a les vrais chiffres. Donc, si vous êtes la CIA et que vous voulez entraîner vos meilleurs agents, faites appel à nous. Sachant que ce qu'il y avait à 3D, c'était une version joueur du niveau, on va dire, un peu plus facile à un niveau un peu plus expert. Niveau pas mal confirmé quand même. Ouais. Oui, mais voilà, ça dépend de ton adaptation voilà, aussi. Toi, tu peux l'adapter en temps réel. Voilà, le scénario arrive, il y a des petites aides comme ça qui arrivent en cours de jeu, qui ne sont pas là parce que vous vous débrouillez mal, les gens se disent souvent ça, mais parce que c'est l'histoire qui veut ça. L'histoire avance au fur et à mesure. Mais voilà, à Malétroit, fin novembre, il y aura la version, cette fois-ci, famille. C'est-à-dire une version vraiment très familiale. Il suffit que les enfants sachent un peu lire et compter et ça suffit. Quoi. Pas de châtiment si on n'arrive pas. Pas dans cette version-là. La pièce sera ouverte, il y aura des témoins. Là, j'ai plus le droit. De toute façon, la justice m'interdit de. Mais Damien a quand même réussi à créer le fait que l'escape, en plus, a un petit mode legacy. Parce que au fur et à mesure que l'on joue, on peut retrouver des règles qui viennent, qui s'adaptent, qui n'étaient pas là au début, qui doivent se mettre en place, comme les petits autocollants. Ouais, je vois bien. Ouais. Donc, il y a Léo qui demande contre des bières si on veut bien venir à l'appartement. Je dirais qu'Alexis ne boit que du rhum. Comment il vend tout lui. Donc voilà, alors voilà, on discute un petit peu parce qu'il nous restait du temps, parce que ce soir on n'avait pas d'invité, d'habitude on termine toujours avec lui, là on a terminé un petit peu avec nous, ça fait du bien aussi, ça nous fait plaisir. Malgré tout, dans la prochaine émission normalement on va retrouver Florent de Nuts Publishing qui vient venir pour la 3e fois, mais parce qu'il y a toujours des nouveautés à dire. Nous on va vous faire d'énormes bécos, on vous dit à très vite, la semaine prochaine pour ceux qui suivent le jeu de rôle, à dans 3 semaines pour ceux qui nous suivent en direct. On va se quitter en musique. Exactement, et pour accueillir notre prochain invité. Oh, excuse-moi, je pense juste à une chose. Avec le décalage des émissions, si vous écoutez cette émission à la radio, le jeu de rôle c'était la semaine dernière. Enfin, c'était il y a 15 jours en fait. Parce que le jeu de rôle, lui, il va pas changer de semaine, alors que nous, on sera diffusé seulement dans 15 jours. Ouais, mais tu vois, ça. N'attendez pas. Regardez le calendrier sur le. Comment ça marche. Regardez le calendrier sur. Est-ce que surtout les flux ne se croisent. C'est la fin. Regardez-moi ça, là, tout s'écroule. C'est ça. Donc on se quitte en musique. Paradoxe temporel. Oui, et on va se quitter sur Alice in Chains qui nous chante Nutshell. L'émission d'aujourd'hui se termine, mais n'hésitez pas à la podcaster sur les plateformes